Tu vas voir, je vais te détruire. Ah, je suis pas trop sûre de ça. Mais on verra. Après, attention, j'ai fait du sport pendant assez longtemps, donc je pense que, sans prétention, ça devrait le faire. T'as vu, on a parlé... ils ont parlé de faire un tournoi e-sport, sur Fall Guys. Bonne idée, ouais. Ouais, ça va être sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il y en a qui vont se faire arracher. Hâte de voir qui sera le champion. Hâte de voir aussi ce qui va gagner. Bon. Alors là, pour le match retour, je vais t'exploser. On verra ça, on verra ça. Je vais représenter 6% de femmes dans l'e-sport, ce qui est absolument rien, en espérant que ça change, mais il y a la K-Corp qui va faire une équipe féminine récemment, il me semble. Si je me trompe pas, t'en as entendu parler un petit peu? Alors, pas beaucoup. Dylan m'en avait parlé, mais sinon, j'en ai pas beaucoup parlé. Et tu m'avais dit que tu regardais un petit peu le League of Legends, non? Je regarde, mais sans plus. T'as vu à quel point la Corée du Sud, ils sont chauds? Le record de Fnatic, là, c'est un délire. 1000 victoires. Putain, déjà si j'en fais 2, c'est pas mal. 1000 victoires, ouais. C'est énorme. Mais bon, ils le méritent, hein. Ils se sont entraînés pour, donc... Ouais. Après nous, au niveau France, franchement, on n'est pas à plaindre non plus, on est assez chaud. Par contre, là, faut que je me concentre parce que je suis en train de perdre. Bon, je t'ai dit qu'il allait plus claquer. Mais bien joué. Merci. Non mais je vais gagner, faut je me concentre, je vais gagner. Et putain, justement, je me disais, c'était quand? C'était hier soir, j'étais en train de me mater les petites rediffs de Sadiko là sur YouTube, et je me disais, ce serait tellement bien d'en voir un sur l'e-sport en vrai. Bah j'espère. Pour l'instant, on n'a pas été contacté, mais j'espère qu'il y aura de l'e-sport. Il y a eu des sujets variés, c'était grave intéressant. Il y a eu déjà le sport, donc je me dis pourquoi pas l'e-sport. Comme ça on pourra monter une nouvelle team, faire un petit peu d'ombre à la K-Corp. Voilà, par contre Kakashi il me déçoit un peu, il est nul. J'avoue que là, je suis en train de te botter le cul. En plus je me fais battre par vraiment le pire personnage quoi. Oh, ça va, pire personnage. Bah alors qu'est-ce que vous faites là? Il y a le live Sadiko là? Vous foutez quoi, bande de branleurs? Pourquoi il y a moi là devant là? Bah parce qu'on a bien joué. Kakashi c'est... Bah c'est... Hein? Bah il y a l'e-sport là. Live sur l'e-sport, le Sadiko là, faut... Allez hop. Ah. Kageno Jutsu. Alors, bonjour et bienvenue sur ton nouveau Sadikwa. Donc, Sadikwa numéro 16 sur le thème de l'e-sport. Aujourd'hui, du coup, on est en bonne compagnie. Donc, déjà, pour la co-animation, on a Dylan. Toujours présent. Pour les invités, je vous laisse vous présenter. Ok, bah, pas de souci. Moi, c'est Antonin, j'ai 22 ans. Et puis, l'e-sport, bah, j'ai toujours été là-dedans, dans les jeux vidéo, tout ça. Donc, c'est pour ça que ce live, il m'a parlé et que je me suis dit il faut que je vienne quoi, il faut que je vienne découvrir tout ça, hein, cette émission, etc. Donc voilà. Et donc moi c'est Maxime, 25 ans, toujours agent administratif à la mission locale. Et l'e-sport ça fait un petit moment aussi que je connais bien. Je pense que ça a commencé assez jeune avec la découverte et j'ai pu aussi y toucher un petit peu. C'est quand on regarde l'e-sport, c'est quand même quelque chose de vachement intéressant et puis ça prend énormément de place, de plus en plus au fur et à mesure des années. Alors, du coup, ce live s'inscrit dans la semaine nationale des missions locales. Donc, on va vous montrer un petit peu le programme. Donc là, on a le programme de l'ensemble des émissions du coup qui se dérouleront pendant la semaine nationale qui se passera du 12 au 20 septembre. Donc on a un petit peu de tout, c'est sur la thématique du sport. Et voilà, on a 1000 événements dans toute la France. Donc passez regarder ça. On enchaîne sur l'icebreaker. Alors, quel est votre jeu préféré pour regarder les compétitions? Tu veux commencer? Commence. Actuellement, je dirais à regarder, c'est League of Legends.
c'est peut-être bête. Je suis pas forcément un bon joueur de League of Legends, je suis plus un joueur de FPS. Mais à regarder, je trouve ça plus plaisant. Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Le micro il marche, je l'allume aussi. Hein. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que League of Legends, de ce qu'on me dit, c'est le meilleur jeu à regarder en termes d'e-sport. Mais je n'aime pas du tout ce jeu et je n'y joue jamais. Mais tout le monde me dit que bah, en vrai, quand tu connais le jeu, bah, c'est le mieux à regarder. Après, moi, sinon, si je devrais dire un jeu que je préfère regarder, ça a été à l'époque Fortnite peut-être, R6 aussi, en termes d'e-sport, des jeux de stratégie, etc. Après, il y a Valo, qui est très intéressant, je trouve. Enfin, Valorant, pour ceux qui connaissent pas du tout, je vais dire en entier. Mais du coup, oui, Valo. Parce que c'est un jeu auquel j'ai le plus joué ces derniers temps, depuis les 2 dernières années, et qui est très très bien, je trouve, à regarder en termes de compétition, quoi. Bah, c'est vrai que Valo, c'est vraiment bien. Enfin, il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de nouvelles équipes qui arrivent, comme la K-Corp ou même les Gentlemate qui ont été créés il y a pas longtemps. Je sais que moi, pendant une époque, j'étais très friand de tout ce qui était Vitality. À l'époque où il y avait Gotaga à l'intérieur, il faisait du Call of, tout ça. Mais là, ouais, c'est vrai que je suis plus sur du League of Legends aussi, pour le coup. Je sais pas si toi, tu regardes un petit peu ou alors t'as entendu des échos. Alors, moi, personnellement, en général, je regarde plus du coup sur F1. Ah voilà. ouais. J'aime bien la F1, donc... une autre catégorie, mais ouais, je trouve ça plutôt intéressant. Après, moi, je suis mainstream. Enfin, je joue à plein de jeux. Il y a FIFA, mais la compétition FIFA, c'est inintéressant. C'est pas. Ils gèrent très très mal les compétitions. La scène, en fait, la scène est mal gérée. Alors que par exemple, dans des Valo, etc., depuis quelques temps, qui a monté et qui est de plus en plus intéressant. Il y a les sections féminines, même qui sont énormément regardées. Tout le monde regarde. Pour ceux qui jouent. C'est très intéressant. Bon, après, il y a League of Legends pour moi, apparemment, qui est le meilleur. Mais moi, je connais pas et j'aime pas le jeu. Mais sinon, il y a TFT, mais bon, en termes de compétition, je pense que bon. Bah, c'est vrai que Johnson Cave qui nous dit LOL, TFT et FCG ici. Ouais, voilà. C'est vrai que TFT. Mais sinon, aussi, pour moi, pour ma part, Valorant, jeu de stratégie, 5 contre 5, voilà. Des émotions quand il y a des aces faites dans une équipe ou autre, t'es là, tu gueules devant tes écrans. En fait, ces jeux-là, c'est pour ça que j'ai rebondi sur R6 aussi, c'est incroyable. C'est les 1v5, l'adrénaline que. Quand t'es joueur et que t'as déjà fait ça, moi j'ai pas fait de compétition forcément sur R6 ni sur Valo, mais même un joueur lambda qui joue en classé, qui est un peu bien, qui a un bon classement, etc. L'adrénaline qu'on a quand on fait des 1v3, 1v4, 1v5, c'est incroyable. C'est ça. Juste pour le gameplay, des fois. Ouais, voilà. Il y a un bon circuit TFT pour attendre. Ouais, pourtant, en gros. Ouais, pourtant. Entre X-League, l'OFT et les plus gros tournois, c'est un régal. C'est vrai que TFT, c'est aussi, il y a énormément de choses qui sont dessus. Après, moi, j'aimerais bien voir des tournois sur le nouveau mode qu'ils ont sorti, la Arena. Ils ont sorti un mode Arena League of Legends. J'aimerais bien voir des trucs dessus, mais on verra par la suite peut-être. Après, je connais pas beaucoup. Moi, j'y joue à TFT en ce moment, j'aime bien, mais après, la scène en vrai, je la connais pas beaucoup. Ouais, TFT, c'est bien pour se détendre en vrai. C'est vrai. Après, compétitivement parlant, le jeu, il y a un peu trop d'aléatoire. C'est ce qui fait que même s'il faut du niveau, faut connaître les compositions, faut être capable de s'adapter. Mais il y a quand même beaucoup de connaissances à avoir. Ouais, beaucoup. Généralement dans les jeux de stratégie, c'est vrai qu'il faut apprendre le jeu en profondeur avant de comprendre, ou même quand tu regardes, des fois t'es un petit peu largué sur League of Legends avec la pléthore d'items qu'il y a dessus et tout. Ouais. On va peut-être passer au deuxième icebreaker sur quel est votre joueur d'e-sport préféré. Si t'as une idée, je te laisse répondre d'abord. Je te laisse répondre. Ouais. En vrai, le joueur d'e-sport préféré, je vais en dire 2. C'est 2 Français, Scream et KNIS. C'est du CS. C'est pour moi. Scream, c'est le headshot master, l'homme qui peut mettre un one tap à n'importe qui. Et KNIS, c'est l'homme qui a fait que sur Counter-Strike, la WAP est devenue différente, quand même. Ouais. Parce que cet homme était tellement fort, il pouvait faire des choses, c'était incroyable à voir et à regarder, qu'ils en ont complètement nerf la WAP. Pour pouvoir justement contrer ce joueur qui était trop fort. C'est vrai, quand on regarde les majors CS, c'est aussi très très suivi en général par tout le monde, qui est un jeu qui est énormément joué, qui est toujours top 1 sur Steam en général. Ça c'est incroyable quand même, parce que il est archi ancien et il y a toujours autant de gens qui jouent dessus. C'est une dinguerie, franchement. Pourtant je n'ai jamais touché à ce jeu, mais je connais quand même bien. Il y en a quand même beaucoup moins aujourd'hui, parce que le problème c'est qu'avec le nouveau Counter-Strike là qu'ils ont sorti ensuite à Global Offensive,
il y a beaucoup trop de problèmes entre les cheaters, le netcode qui est mal fait. Après, c'est vrai que c'est devenu CS2, du coup, global offensive. C'est ça. Après, c'est encore très joué pour le coup. Ça reste très joué, mais quand même moins. Ouais. Comme des joueurs CSGO, Scream qui avait quand même été sur Valo au final, qui a fait des compètes. Après, moi, si je devrais dire un joueur e-sport préféré, j'ai envie de dire peut-être sur chaque jeu. Il y avait je crois qu'il jouait Supremacist et sur R6, mais c'est Furious SG. Après, sur FIFA, on va dire, en fait, sur tous les jeux que je joue, pour pas en choisir qu'un, Rocky, Vitality Rocky. Après, sur Fortnite, je dirais peut-être Airwax à l'époque que je supportais beaucoup. Et après, sinon, sur Call of, à l'époque, Gotaga. Et après, sur Valo, je dirais Logan ou Nathan chez M8. Voilà, pour les jeux que je joue, on va dire que j'en prends un à chaque fois et c'est ça. C'est vrai que pour le coup, moi, c'était plus une équipe. C'était la K-Corp, du coup, parce que le truc de faire une équipe française, d'une structure française. Maintenant, il y en a d'autres comme le Gentlemate, etc. Mais je trouve que c'était une très bonne initiative de faire ça. Et quand ils ont commencé à faire du... Parce que là, ils sont démocratisés sur Valo, etc. Mais quand ils ont commencé à faire du LoL, ça a pris énormément d'engouement. Et je trouve que ça a vraiment apporté un plus à l'e-sport français, de rajouter des équipes comme ça. Clairement. Et après, en joueur, level 500 sur League of Legends, Faker, c'est vraiment... mon joueur préféré pour le coup. Ouais, apparemment, en fait, il y a une vidéo qui a tourné beaucoup sur son histoire et que j'ai pas regardé. Quelqu'un qui raconte bien, je sais plus exactement ce youtubeur, mais apparemment il fait des grosses vidéos sur des gros thèmes. Et vraiment, celle sur Faker, elle a fait parler sur Twitter, etc. Qui l'a trop bien expliqué, son histoire est incroyable, mais j'ai pas vu. Ils ont fait un skin dédié à lui dans League of Legends qui coûtait 800 balles. Et qui a été acheté par énorme. Ça dépend l'édition que tu prenais. Si tu prenais l'édition. Non, la plus grosse c'était à 500. Elle était à 500. Ouais, je sais. J'hésitais peut-être à la prendre à un moment donné. Mais je me suis dit, on va être raisonnable. 500 euros un skin, c'est même pas vrai. Ah non, mais ça, et puis le fait qu'il ait dépassé les 1000 victoires, quoi. Voilà. Ça, après, comme je connais pas trop League of Legends, mais je sais que c'est une légende, mais après, je sais pas si. ce que ça représente en fait. Mais je sais que c'est le meilleur. Alors. Oh. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait? La régie a des problèmes. Du coup, on a un petit peu de délai, je crois. Non, c'est bon, c'est juste que j'ai voulu mettre le lien, mais ça c'est coupé. Ouais. Plutôt pour SSB et Vatir. Ouais, des problèmes de dernière minute perso. Doran sur LoL. Je connais pas du tout Doran, personnellement. Je sais pas si tu connais, toi, Maxime. Ça me parle pas. C'est peut-être un genre un petit peu moins glouto pour SSPU et Vatira. Autant sur League of Legends, j'aurais pu dire aussi un XPK par exemple. Saison 1, le fameux move d'aller chercher d'aller chercher le Nexus avec son Kassadin. Ouais. Qui était exceptionnel. Joueur coréen chez HLE, ok. On peut passer au Sadi Quiz. Oui, on va enchaîner sur le Sadi Quiz. Alors, pour la première question, quelle est la discipline e-sport la plus populaire au monde en termes de spectateurs? C'est parce que t'as mis le retour d'OBS, mais t'as oublié de mettre l'écran fenêtré. T'as l'écran fenêtré d'OBS normalement. T'as une deuxième page OBS. Alors, excusez-moi, t'es pas sur un le petit bon souci. truc. Un petit souci technique, on règle ça et on revient. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Tout marche correctement. Joueur coréen chez HLE. Ok, je connaissais pas du tout. Après, c'est vrai que la Corée, c'est quand même en général, la Corée du Sud, c'est vraiment un pays qui donne beaucoup de joueurs e-sport très forts, pour le coup. Sur des jeux comme StarCraft, League of Legends, c'est vrai que StarCraft, on n'en a pas parlé, mais StarCraft, c'est aussi un très très gros game. Et c'est bien stylé à regarder, les jeux de stratégie comme ça. Du coup, pour la première question du Sadi Quiz. Donc, quelle est la discipline e-sport la plus populaire au monde en termes de spectateurs? Donc, on a le choix League of Legends, Counter-Strike ou Dota 2. Je pense que moi, j'ai aucune hésitation. Ouais. Pour moi, ça doit être LoL. Ouais, League of Legends. C'est votre dernier mot? Ouais, c'est pour moi celui qui fait le plus de vues. Oui. On passe à la réponse. C'est vrai que quand tu regardes tout ce qui est LEC, etc., les compétitions européennes, ça fait énormément de vues. Même les compétitions. On regarde récemment, il y a eu les finales des qualifiers en Corée entre Kitty Roster et SKT. Enfin, T1 du coup.
qui s'est fini par une victoire de T1 3-2. Et on voit, hein, rien que sur les chaînes françaises, déjà, on est sur 40-50 000 spectateurs. Hein. Ouais, c'est énorme. Hein. Donc, si derrière, on va chercher un peu sur les chaînes anglaises, etc., on tape les 200-300 000 personnes minimum. Ça, et les streamers qui font les rediffusions en même temps. Genre, par exemple, ça, il y a Fatakameto qui est en plus, qui fait 30 000 à part, qui est en train de streamer. C'est un nombre incroyable. Du coup, pourquoi pensez-vous que League of Legends attire autant les spectateurs par rapport aux autres jeux ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un engouement pareil ? Parce que le jeu est quand même ancien, c'est un petit peu comme CS, c'est des jeux qui datent, mais qui restent dans le game, on va qui dire. perdurent, ouais. Franchement, j'en ai aucune idée comme je connais pas assez le jeu, mais je pense que c'est parce que c'est un jeu de stratégie et que il y a beaucoup de complexité et que quand tu t'accroches au jeu, au final tu t'accroches énormément et tu y restes et comme on disait, apparemment c'est le jeu qui est le mieux à regarder en termes de compétition. Après je peux pas donner d'avis détaillé, hein. Je connais pas assez le jeu, mais je pense que c'est par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a les goûts et les couleurs aussi, des fois on aime plus certains types, mais c'est vrai que League of Legends... c'est vraiment sympa à regarder. En fait, c'est souvent du pixel perfect. Si tu vas rater 1 minute à game, tu peux faire perdre toute ton équipe, quoi. Et surtout, c'est la facilité à regarder malgré tout. Même si on connaît pas le jeu, il y a une certaine facilité à pouvoir le suivre sans forcément comprendre la globalité. D'ailleurs, c'est aussi que c'est un jeu qui est très accessible. On parle d'un free-to-play qui est là depuis maintenant 15 ou 16 ans. Qui sait se réinventer, qui se met à jour régulièrement, qui change ses méta. Donc, pour expliquer le mot méta, c'est la façon dont on va jouer. Donc, qui change régulièrement, qui change d'année en année, qui change de mois en mois aussi parfois, ou de trimestre en trimestre. Donc, forcément, ça donne une accessibilité, je pense, plus importante qu'un Counter-Strike. Où on va prendre l'exemple, Counter-Strike, c'est t'as tes strats, tu vas les suivre. Et après, c'est principalement de la mémoire musculaire, donc le shoot qui va faire beaucoup, et de la façon dont tu vas placer des stuffs, ce genre de choses. Donc ça peut moins attirer. Puis c'est plus lent aussi. Ouais, je pense que c'est pour ça aussi que Valo a fait ce jeu-là avec plus de complexité, plus de choses par rapport à la méta. Ouais. Parce que c'est vrai que du coup, CS, effectivement, comme ça change pas, à part s'ils changent des armes, mais effectivement, quand t'as ton truc, t'as ton truc. Alors que les jeux comme League of Legends, il y a des mises à jour, d'autres peut-être persos qui sortent et d'autres méta, et du coup tu es obligé de t'adapter et de recommencer des stratégies. C'est vrai. Du coup, t'as le jeu qui est en constante évolution. Après, même sur des jeux comme Valo, qui sont avec des persos qui ont des spells, t'as quand même des nerfs, des trucs comme ça. Donc il y a quand même une méta à apprendre. Tu vas jouer un perso à une saison ou Rendez-moi ma race. Et après, tu Rendez-moi ma race. La race double grenade. Double grenade, double satchel. On a un petit débat en commentaire. Niveau accessibilité, vous en pensez quoi, vous ? En fait, si on parle purement d'accessibilité, on va dire de facilité à pouvoir jouer à League of Legends, c'est très facile. Après, il y a une différence entre jouer et jouer. Il y a jouer pour s'amuser, pour le plaisir, et il y a jouer et être fort, voire très bon, qui sont... à des années-lumière, déjà, il faut comprendre environ, à l'heure actuelle, c'est 198 persos, je crois, sur League of Legends. Donc connaître les 198, si c'est pas plus. Savoir à quel poste ils peuvent se jouer, comment les jouer. Savoir que certains peuvent se jouer de plusieurs façons différentes et qu'en fonction de l'équipe qu'on peut avoir en face, il faut s'adapter. Il faut changer ce qu'on va acheter en termes d'équipement ou autre. Et puis en fonction des personnes qu'on a en face aussi, suivant comment ils vont jouer, être plus ou moins agressif. Donc, non, pour le coup, en termes d'accessibilité, tout le monde peut y jouer, n'importe qui pourrait y jouer, sans forcément chercher à être bon. Maintenant, si quelqu'un veut devenir très bon, là par contre, ça demande beaucoup de travail. C'est vrai que c'est valable sur un peu tout le jeu, parce que même sur Valorant, jouer pour s'amuser, t'as pas forcément besoin d'un très haut level. Mais pour pouvoir faire de la compétition, c'est vraiment du pixel perfect, quoi. C'est des heures d'entraînement au shoot, des trucs comme ça, quoi. C'est clair. On va passer à la deuxième question. Alors, quel pays est souvent considéré comme le berceau de l'e-sport moderne ? La Corée du Sud. Corée du Sud. Ok, Corée du Sud. Dylan ? Ah non, mais moi, c'est Corée du Sud. Après, j'ai Corée du Sud, mais d'un côté, c'est très ciblé la Corée du Sud. Hein. Après, parce que c'est sur certains jeux en particulier. Je sais que les États-Unis, c'est peut-être beaucoup plus ouvert. Il y a énormément et la Chine sont un peu partout. Donc en vrai, pour moi, en fait, les trois réponses pourraient être bonnes. Parce que concrètement, suivant quel type de jeu on va les cibler,
on va trouver certains aspects plus aux États-Unis, d'autres plus en Corée du Sud, d'autres plus en Chine. Mais même, je dirais, dans une globalité, en fait, peut-être la Chine est présente sur plus de tableaux. Je dirais peut-être la Chine. Je switch sur la Chine. Intéressant. La réponse? Ok, fais-le. Corée du Sud, quand même. Ok. Ouais. Oui, tu peux la faire entrer. Un petit peu de retard, mais... Effectivement, ce que tu avais prédit. Ouais. Bon, c'est pas la première fois, donc on a l'habitude. On va sûrement vous introduire un nouvel invité qui va arriver tout de suite. Du coup, ouais, c'était la Corée du Sud. Bienvenue. Mais c'est vrai que les États-Unis et la Chine sont aussi des très très gros versants de l'e-sport. Donc on a un nouvel invité. On va le laisser se présenter vite fait. Nous dire... Je m'appelle Sean, j'ai 17 ans et je suis inscrit à la mission locale. Voilà. Ok. Rapide, efficace. Alors du coup, tu reprends un petit peu en cours de route, on est au Sadi Quiz. Et donc là, la question, on y a répondu pour le berceau de l'e-sport moderne. Donc, pensez-vous que la Corée du Sud soit un précurseur de l'e-sport mondial? Non. Pour moi, non, je pense pas. Pour toi, non? Ouais. Pourquoi, du coup? Honnêtement, elle est compliquée cette question un peu à répondre. C'est pas mon domaine tout ça. Je sais pas, si je pourrais la passer, ce serait bien, honnêtement. Oui. Mais je pourrais vraiment pas répondre à cette question. Vous avez peut-être un avis ou deux? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un pionnier dans le domaine, la Corée du Sud, ou pas tant que ça, il y a d'autres pays qui font pareil? Je me permets. Bon, en vrai de vrai, je suis pas sûr de ce que je vais avancer, mais par rapport, par exemple, à League of Legends, etc., il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont anciens, où il y a, pour moi, la Corée du Sud, où il y a des très grosses équipes, des très gros joueurs depuis longtemps. Après, est-ce que c'est vraiment les précurseurs? Franchement, ça dépend. Moi, peut-être là, faudrait que je remonte à loin pour vraiment répondre, et je préfère pas dire de bêtises. Après, si toi, t'as d'autres choses à dire, peut-être. En vrai, précurseur, je dirais... La question est compliquée, mais je dirais non, parce que je pense que ça a commencé par d'autres pays, avec d'autres jeux. On peut parler des Street Fighter, des Counter-Strike les premiers, on peut parler des PES, etc., qui sont plutôt populaires en Europe et aux États-Unis, même si Street Fighter reste aussi populaire en Corée, etc. Maintenant, sur l'aspect de l'e-sport, concrètement, de considérer un joueur e-sport, peut-être que la Corée était en avance. Donc, concrètement, c'est un vrai métier pour eux, c'est une vraie possibilité. Et il y a un vrai aspect où les cybercafés, etc., il y en a beaucoup là-bas, où il y a de l'accessibilité, justement. Donc, alors là, je reste mitigé. Mais ce que tu as dit là, c'est intelligent, en vrai, parce que justement, ça, j'y ai pas pensé, mais c'est ça, genre, les cybercafés. Après, par exemple, ça a été considéré directement plus comme un vrai métier où ça n'a pas été négligé. Là-bas, ça a été directement, enfin, je pense, peut-être pas directement très très rapidement, mais en tout cas, ça n'a pas été négligé. Alors qu'en Europe, au début, c'était très très négligé, ce monde-là, et au final, quand on voit maintenant, ça fait rêver plein de gens, quoi. Mais je pense que la Corée, effectivement, en tout cas, à ce niveau-là, les cybercafés, l'accessibilité, et surtout ne pas négliger ce domaine, je pense qu'ils ont été en avance par rapport à nous, en tout cas. Après, les États-Unis aussi. Les États-Unis, c'est un gros versant de tout ce qui est viewer je pense et que c'est compétition. nous qui ont été plus en retard ou plus effrayés de ce monde-là dans la globalité, mais sinon, les États-Unis, puis surtout la Corée du Sud, tout ça, je pense que c'était en avance. Ouais. Après, c'est vrai que ces derniers temps, la France, elle a commencé à beaucoup plus se développer là-dedans. On peut peut-être passer au quiz numéro 3, qui est quel âge doit-on avoir pour participer à la plupart des compétitions e-sport majeures? Donc, d'après vous? Je pense 16 ans. Ouais. 16 ans, moi, ça me choquerait pas. Il y a beaucoup de joueurs, surtout, qui font des compétitions déjà à 16 ans. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. La réponse? Alors, en effet, c'est 16 ans. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de commencer une carrière dans l'e-sport dès l'âge de 16 ans? Tu veux répondre en premier? Je te laisse répondre si tu veux. Ok. Je pense que ça, c'est dans plein de domaines, que ça soit même dans la notoriété, etc. Qui rejoint aussi l'e-sport. C'est dans plein de domaines, il n'y a pas que dans les jeux vidéo. L'inconvénient peut-être d'être au plus jeune âge exposé, c'est de ne pas être construit comme les autres. Après, l'avantage,
c'est de connaître beaucoup de choses directement, de prendre en maturité, parce qu'en vrai de vrai, une aventure de joueur compétitif, ça fait prendre en maturité. Il y a beaucoup de choses qui se passent, pas forcément comme dans d'autres domaines, que ce soit quelqu'un qui va devenir acteur, etc. Mais on prend beaucoup en expérience, donc ça, c'est les avantages, je trouve, de commencer tôt. Après, les inconvénients, comme je disais, c'est peut-être exposer trop tôt, exposer à la notoriété au cas où si on est vraiment un très gros joueur. Parce qu'après, il y a des joueurs qui sont plus tranquilles à ce niveau-là, qui font leur carrière peut-être dans des équipes 5v5, où il y en a, ils vont être un peu plus en retrait, d'autres plus mis en lumière. Mais sinon, pour moi, c'est ça. Les avantages, c'est d'être très actif directement, d'avoir un cerveau éveillé, donc une carrière qui peut très très vite monter. Et du coup, on accumule plus de choses quand on est plus jeune et on prend beaucoup en expérience. Après, les inconvénients, ce que j'ai dit, si tu as d'autres choses à rajouter, du coup. Je suis plutôt d'accord. Après, dès 16 ans, niveau inconvénients, je rajouterais aussi, parce que la plupart, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi, suivre aussi un parcours scolaire correct. Parce qu'on se dit, dès 16 ans, quand on a le choix entre les deux, quand on n'est pas forcément attiré par l'école, il peut y avoir les parents derrière qui, quand même, malgré le fait qu'ils laissent une certaine liberté, peuvent quand même imposer aussi sur un parcours scolaire. Il disait très bien, le fait d'être exposé, ça peut, dès 16 ans, ça peut être jeune, en vrai, d'un côté, parce qu'on n'est pas forcément préparé à 16 ans à se retrouver devant des milliers, voire des millions de personnes qui peuvent nous regarder jouer à tout moment. Donc après, niveau autre avantage, dès 16 ans, avoir une carrière e-sport... Ça commence bien, quoi, on va dire. On va dire que derrière, si tu peux continuer... si tu mènes bien ta barque, ça le fait. Sean, t'as un avis dessus? Alors, honnêtement, un avis, je suis pas fort là-dedans en fait. Donc répondre à des questions, c'est assez compliqué. Moi de base, je suis juste joueur. Je connais pas trop. Après, j'aimerais bien débuter, honnêtement. Donc entendre les avis des autres, ça m'aide. Mais là, donner un avis moi-même, je pourrais pas, honnêtement. Okay. Je pourrais pas savoir. Mais ayant 17 ans, toi par exemple, tu te sens à l'aise à débuter une carrière, tu vois pas d'inconvénient? Ouais. Non, moi je vois aucun inconvénient. Ok, top. On va enchaîner sur la prochaine question. Alors, quelle plateforme de streaming est la plus utilisée pour regarder des compétitions e-sport? Tiens, on se demande. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Ouais, il n'y en a aucun. Il n'y a Twitch. Pas de discussion. Twitch. Ouais, t'as un petit Facebook Gaming là qui était au milieu. On veut passer à la réponse. Évidemment, c'était bien Twitch. Alors, pourquoi Twitch est si populaire par rapport aux autres plateformes de streaming selon vous? C'est l'une des premières qui est arrivée. Donc, quand les gens commencent à streamer, c'était sur Twitch très rapidement. Derrière, avec le développement qu'il y a eu, tout le monde a commencé à se mettre dessus, que ce soit les chaînes e-sport, que ce soit les joueurs, que ce soit les personnes qui veulent ne serait-ce que se lancer dans le streaming par pur plaisir ou pour essayer d'en faire un métier. On a eu quelques tentatives de concurrence avec par exemple Mixer de la part de Microsoft, qui avait à l'époque offert un contrat énormissime à Ninja, qui était un peu la star de la plateforme parce que c'est l'époque de Fortnite. Au final, la plateforme a flop. Mixer, ça a fermé au bout d'un an et demi, 2 ans, je crois. Facebook Gaming, bon, ils sont là, hein. Ils sont gentils. Et YouTube, bon, ça reste YouTube. Mais ça attire moins, on va dire que YouTube, on est plus sur des rediffusions, plus sur un autre contenu aussi que les jeux vidéo. Et t'as oublié la hype kick aussi. Ouais, c'est vrai que... Pour moi, elle a été éteinte en moins d'un mois et demi. Donc, Après, il y en a encore. Hein. Je vois encore des clips des fois de gens sur Twitter qui sont sur Kick. Mais effectivement, après, elle n'a pas été de longue durée. Enfin, ils ont essayé de ramener tous les gens de Twitch qui en avaient marre, ou des gens qui étaient un peu, je trouve, sur les limites de Twitch, qui faisaient un peu du contenu comme ça. Ils les ont ramenés, ils ont proposé des contrats et tout. Et après, pour revenir à YouTube, de base, c'est pour les vidéos, c'est pas pour le... pas pour le streaming pour moi. Donc, Tout à fait. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir les rediffusions de nos lives, passez par YouTube. Voilà, et nous, actuellement, on est sur Twitch. Pas sur YouTube, ni sur Kick. Donc on va enchaîner sur la prochaine. Alors, le quiz numéro 5. Combien a généré de revenus l'industrie d'e-sport en 2023 ? Alors là, j'aime bien parce que là, c'est un truc... Je vais répondre au hasard. Enfin, pas au hasard, mais en tout cas, j'ai pas le chiffre. Mais là, on est en France. Hein. Voilà. J'ai pas le chiffre, donc c'est pour ça. Genre, pas vraiment au hasard, mais me dire
par rapport C'est pour au donner revenu. une estimation. Après, normalement, c'est censé augmenter de 150% d'ici 2030. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ce type de carrière et dans les trucs connectés comme coach, etc. Il y a une grosse différence entre deux réponses, mais je vais peut-être dire 1,7. Parce que 312 millions, après, il y a quand même une grosse diff, mais... 312, je trouve ça trop peu. Ouais. Moi, je vais partir sur 3,6 sur le plus haut. Ah, parce ok, qu'en vrai, moi, je vais peut-être dire 1,7 il y a- quand même. Je me dis- il y a peut-être tellement d'argent qui circule, on s'en rend pas compte. Hein, Ouais, mais voilà. Mais je pense que avec c'est- toutes les compétitions qu'il y a, tous les jeux qu'il y a, toute la variété qu'il y a. Après, est-ce que dans cette industrie de l'e-sport, ils considèrent aussi le streaming, les partenariats qu'il peut y avoir autour? Je sais pas du tout, mais si on les compte, je pense 3,6, ça me paraît réaliste. Mais l'industrie, je pense qu'ils parlent même des jeux achetés, des skins, des compétitions, Ouais, c'est des pour ça places que achetées. Ouais, t'as peut-être raison sur le 3,6, Et, mais je vais dire 1,7 comme parce que vas-y, j'ai peut-être pas la Alors, notion, mais c'est énorme. quand même. 1,7, 3,6, 3,6. 3,6 aussi. La réponse, 1,7. c'était bien 1,7. Alors, on a un petit le saviez-vous qui pop. Donc, il y a 11,7 millions de Français fans d'e-sport en 2023. Ça fait une personne sur 6 à peu près. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais, On est à c'est- 70 millions et des boîtes. Ça Après, fait un peu plus. Une personne sur Les 1,7 milliards, c'est au niveau mondial. Non, c'est au niveau Non. français. Ah, c'est au Ouais. niveau français. Ok, C'est au niveau d'accord. français. Ouais. C'est même Niveau 3,6, je trouvais ça. En fait, Ah ouais. même 3,6 au niveau mondial, je trouvais ça bas en fait. ah ouais Ah Parce que ouais. moi, déjà, je trouvais ça haut, alors je me dis, si on m'avait dit c'était juste en Oh. France, Ouais, ça aurait été juste. j'aurais peut-être dit 312 millions, parce que je me dis, c'est quand Ouais, même non, abusé. après, Après, je 1,7 pense- milliards, je c'est pense déjà que pas dans le mal monde, pour le marché français. Et c'est Et pour ça ça que là, va on n'a augmenter, pas la notion de certaines choses. Là, 1,7 pour moi, c'est énorme, et je n'avais pas la notion que c'était qu'en France. Ok, c'est bon à savoir. Ouais, c'est quand même une grosse industrie. Ouais. hein. On va passe à passer la prochaine au prochain quiz. Bon, celle-là, elle est plutôt facile. Ouais, plutôt facile. Quel est le jeu est célèbre pour son mode Battle Royale et ses événements e-sport comme la World Cup? Mais il y a un jeu que enfin les trois en vrai j'y ai joué et il y en Les a trois deux sont que bien. j'adore vraiment donc j'ai beaucoup joué. Mais bon, c'est Fortnite. hein. Ouais, c'est le plus connu. On va dire c'est celui qui a été à un moment donné le plus connu parmi les trois. Mm. Même si Avec- techniquement les trois peuvent rentrer dans la réponse. hein. C'est vrai. Avec un joueur américain, Bouga, je crois qu'il avait 16 ans justement. Ouais, qui avait gagné 1 million. Voilà, 1 million à 16 ans. Et voilà, sa carrière est construite. La notoriété, donc il peut Alors. continuer les lives s'il la gère bien. Si Et tu voilà. On va se partager un micro. Vas-y. Donc, du coup, si Sean, tu as une réponse à Bah, nous c'est donner. Fortnite. hein. Donc, les trois Fortnite. Ouais. Même pas un seul doute. Non, Non. il n'y a, pas- Réponse. il y a pas de doute. Apex, on a eu des compétitions, PUBG aussi, mais Fortnite, la World Cup quand même. Et du coup, que pensez-vous des Battle Royale? Sean, si tu veux répondre en premier. Battle Royale, c'est pas mal honnêtement. Moi j'aime beaucoup. Ça travaille vraiment beaucoup de choses. C'est un mode de jeu qui est vachement bien, je trouve honnêtement. Surtout dans l'e-sport. Après j'ai pas grand chose à dire. Si vous avez d'autres. Alors, personnellement, je trouve que l'e-sport Battle Royale est inintéressant au possible. Ah ouais Franchement, je m'amuse pas à le regarder. Ah bon Je ne prends aucun plaisir. Même, enfin, après, je dirais que la hype Battle Royale en général, on va dire que c'était bien il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, beaucoup moins. En fait, c'est, on va dire, une hype assez temporaire. Les jeux sont pas mal, peuvent être intéressants à jouer, mais pas sur du très très long terme, je dirais. C'est pas. Après, je sais qu'il y a des jeux comme Apex ou autre, c'est des jeux qui évoluent constamment. Même Fortnite, il y a encore des Ouais. nouvelles saisons qui Ouais, posent, c'est toujours en etc. évolution, Donc, mais. Et puis ça dépend, il y a des. Par exemple, Apex c'est à 3, Fortnite ça peut être à 2, en squad, en trio. Bon, le trio un peu moins, il y avait moins de compètes, mais en solo, il y a d'autres aspects à travailler, je trouve ça dépend. Genre, le solo va être totalement différent d'être en duo, d'être en squad. Absolument. Donc on retrouve cet aspect équipe, s'il y a des compétitions, bon en squad il n'y en a pas beaucoup, mais sur Apex bah, c'est qu'à 3, donc les compétitions c'est en trio. Et je trouve que c'est un autre aspect à travailler que tout seul, et ça rejoint un peu les 5v5, bon c'est pas du tout pareil, mais non franchement moi ça va, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon Fortnite je le regarde pratiquement plus, mais à l'époque ça me mettait une adrénaline sur les joueurs que je kiffais regarder et que je supportais. Ah j'étais comme un fou, je me disais mais incroyable, t'es contre tout le monde, t'as l'aspect un peu de l'ego, de se dire il faut que je sois le meilleur, il faut que je reste le dernier. En 5v5 c'est tu perds, tu gagnes, enfin bon même en Battle Royale tu perds ou tu gagnes, mais t'es tout seul contre d'autres personnes, donc en principe 100, et t'as l'ego de finir en dernier quoi.
Ouais. Ça, je trouve, ça donne une adrénaline aussi. Comme on parlait par exemple sur les 1v5 ou les trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Surtout les fins de zone. C'est dans un Battle Royale où tout le monde est serré. C'est des micros, c'est des pixels, des moves pixels, enfin des mouvements qu'il faut faire à la perfection. Je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien les Battle Royale, même en compétition. Ouais. On va enchaîner sur la prochaine. Alors, quel jeu de cartes à collectionner en ligne est célèbre pour ses tournois e-sport? Hearthstone. Bon, après, j'y connais vraiment rien. Mais par connaissance, je sais que j'ai déjà entendu, je sais que c'est Hearthstone. Yu-Gi-Oh! Ils sont pas sur les tournois e-sport, ils sont vraiment sur les tournois physiques. Ouais. Magic, je pense aussi, donc je dirais Hearthstone. Ouais, je dirais la même. Hearthstone. Ouais, c'est le plus Et connu. du coup, c'était bien ça. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des jeux de deck building et quelles sont leurs places dans l'e-sport d'après vous? Attends, si je dis pas de bêtises, TFT rentre dans Oui. cet aspect. Exactement. D'un certain côté. Je vais pouvoir que parler de ce jeu, parce que sinon les autres, je connais pas du tout. Hearthstone, zéro connaissance. En vrai, c'est des jeux qui sont intéressants à regarder. On peut passer du bon temps à regarder. Je sais qu'à une époque, je regardais beaucoup de Hearthstone aussi. Après, il y a une méta, il y a une façon de faire. Faut faire son deck. On sait que le deck il va ressembler à ça. Et après, bon, c'est l'RNG d'un certain côté, donc l'aléatoire, et de l'autre, savoir aussi bien placer ses cartes au bon moment. Donc après leur place dans l'e-sport, je pense que ils sont là où ils doivent être. C'est-à-dire qu'ils sont ni trop bas, ni trop haut. Ils sont dans un juste milieu où ça touche une certaine niche, mais c'est pas fait pour toucher absolument tout le monde. Après, s'ils étaient très hauts, c'est qu'il y aurait eu de la notoriété Oui. et qu'on aurait, ça aurait été mérité, mais je suis d'accord avec toi, parce que Ouais, je de pense même. que ça a sa place dans l'e-sport, plus quand tu le joues. Là, t'as dit, regardez, c'est intéressant, ouais, peut-être c'est vrai, mais il y a moins de mouvements, c'est moins actif. Donc en vrai, j'avoue que les spectateurs, pour moi, ça attire peut-être moins de monde, ou sur la durée. Par exemple, tu vas regarder, tu vas te poser, après tu vas te dire, peut-être, je vais y aller, c'est pas assez attractif, etc. Donc je pense que, comme tu as dit, ça a sa place là où il faut. Mais sinon, à jouer, ça a sa place dans l'e-sport, parce qu'il y a de la stratégie vraiment très poussée quand même. Puis ouais, comme je disais, outre le fait d'avoir son deck déjà fait et de devoir suivre la méta, après faut savoir le jouer, comme on dit. C'est bien beau de se dire j'ai tel deck, j'ai le meilleur deck de la méta, mais si tu sais pas le jouer, t'auras beau essayer, tu gagneras peut-être quelques matchs, mais tu iras pas plus haut quoi. Ouais. T'as un petit avis là-dessus, Sean? Ça a sa place dans l'e-sport, moi je dirais que oui, honnêtement. Hearthstone, c'est un jeu qui a pas mal de stratégies, tu dois apprendre pas mal de choses, et sa place dans l'e-sport, honnêtement, oui. Après, ouais, ça a sa communauté, quoi. Voilà. Ça touche pas tout le monde, mais ça a sa communauté. Ouais, c'est vrai que Hearthstone, c'est quand même très populaire et c'est aussi très vieux, comme beaucoup de jeux. On va passer à la prochaine partie, donc c'est un tu préfères. On peut lancer le jingle. Axel? Ouais. Bon c'est pas grave. On va lancer le tu préfères du coup. C'est très simple, il va y avoir 2 choix qui s'affichent à l'écran. Et à chaque fois, vous allez choisir qu'est-ce que vous préférez. Si vous voulez mettre un petit commentaire, vous pouvez très bien en mettre un, comme vous voulez. Non, si, normalement, non. Alors... sinon, on va enchaîner directement sur le jeu du logo. Tu peux le faire comme ça, puis. Le 42. Non, c'est pas grave. Alors, on va le faire sans l'affichage. Ouais, il peut mettre une autre scène, au pire, et voilà. Que tu préfères pour la première question, regarder un MOBA ou un FPS? Un MOBA. FPS. FPS. Ok. Alors, pour la deuxième, PC ou console? Avant, j'aurais dit console, maintenant je vais dire PC. Ouais, pareil, mon enfance console, mais un vrai joueur e-sport après PC. Ouais, je suis d'accord, PC. Ok. Récompense en argent ou en nature? Un peu... Bon, j'irai l'argent. 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 Alors, compétition individuelle ou compétition en équipe? En équipe. En équipe. En équipe.
Ok, ça tombe d'accord. Phase de groupe suivie de play-off ou élimination directe? Phase de groupe et les playoffs. Plus intéressant. Ouais. Élimination directe. Plus de stress. Système de matching basé sur l'élo ou système de matching basé sur les compétences, pardon. Basé sur les lots. Ouais, pareil. Les lots. Ouais, j'aurais dit même. T'en es où? Alors, tournoi en ligne ou tournoi en LAN? Ah, c'est un peu plus compliqué là. Ouais. LAN, tous les jours. Ligne, le problème, c'est que peut toujours y avoir un ou deux cheaters qui vont bien se cacher. Ouais. Même si aujourd'hui, il y a plein de choses pour faire en sorte d'essayer de les attraper. Mais non, LAN. Bon, en vrai, je vais dire LAN aussi. Hein. Surtout les jeux en équipe, etc. Les LAN, c'est incroyable. T'as tout le public devant et tout. Ah, les deux équipes qui se trashent. À l'époque de Brox, Kota, tout ça, c'était hard. Hein. Ouais, je dirais LAN aussi. Plus intéressant. Championnat du monde ou les ligues locales? Championnat du monde. Championnat du monde. Ouais, du monde. Hein. Jeu avec des mécaniques simples ou des mécaniques complexes? Jeu mécanique complexe, je pense. Si c'est trop simple, c'est pas intéressant. Ouais, complexe. C'est pas faux. Puis ça donne de la diversité pour ceux qui sont vraiment plus forts. Pour moi, c'est là où tu vois la différence. C'est que mécanique complexe, obligatoirement, bah, tu vas avoir un creux, un écart entre un mec qui est un peu bon, etc. et un qui survole la chose. Quoi. Ouais, c'est Absolument pas d'accord. faux. Les jeux à long terme ou à court terme? Genre les championnats de Call of ou alors par exemple un championnat Battle Royale qui peut durer beaucoup plus longtemps. Quoi. Long terme. Moi, quand j'entendais court terme et long terme, j'entendais plutôt genre par exemple un Call of où c'est tous les ans ou un FIFA et un League of Legends qui dure Oui. depuis 15 ans. Mais je dirais long terme. Ouais, long terme aussi. Long terme aussi. Jeu de combat ou jeu de course? Jeu de course. Ouais, jeu de course. Ouais, combat. Combat. Et vous préférez quoi, les tournois de 5 joueurs ou les tournois de 3 joueurs? 5 contre 5. Ouais, 55. Ouais, 3 joueurs, moi. 3 joueurs? 5 contre 5, c'est Valorant, c'est CSGO, c'est Rainbow Six. C'est ça, là, c'est ça. Ce jeu, il m'a trop parlé. Valo, ça, c'est incroyable. Du coup, on va enchaîner sur le jeu du logo. Alors là, on a mis en place un petit setup avec des petites cartes. Je vais plutôt les mettre comme ça en attendant. Donc, je vais vous montrer les logos. Et il faut deviner quelle équipe d'e-sport c'est. Donc, on a celui-ci. Bon, celle-là, c'est peut-être la plus facile, la plus connue en France. Peut-être pas répondre, y a pas besoin. Ouais, si, on va donner le nom. Sean, si tu veux donner le nom. Ouais, Vitality. Ok. On enchaîne sur celui-ci. C'est G2, ça, non? Ouais. C'est ça. À l'époque, ils avaient fait une équipe bien énervée sur CS, qui a malheureusement... G2, c'est bien ça. Alors là, tu vois, je pense que je vais pas répondre, je sais pas. Ouais, moi aussi. Hein. Je sais pas. Là, ça me parle pas, là. Vous voulez le re-regarder peut-être? Franchement, comme ça, vu qu'il y a écrit RX, je dirais RX, mais ça me parle pas du tout. C'est, je sais pas sur quel jeu ils ont évolué. C'est un P. T'as un peu des PX. trois en fait. C'est Paper Rex. Ça me parle non. pas du tout. Eh bah si, en vrai, j'ai déjà entendu. Je sais pas sur quel jeu, mais je sais que je l'ai entendu. Mais j'aurais jamais pu le sortir. Bah, du coup, Paper Rex, c'est une équipe d'e-sport de League of Legends qui Ok. est apparue récemment et qui est établie à Singapour, du coup. Ok, ouais, vu que c'est pas une... Et ils commencent à monter au fur et à mesure et ils commencent à se faire une renommée et du coup, bah, Ok. on commence à les voir sur le devant de la scène. Après, dans les années, on les verra peut-être beaucoup plus, quoi. On enchaîne sur le prochain. Ah, Il est connu. ah, elle est très connue, ça. L'icône. Bah, la L'icône FaZe. de l'e-sniping Ouais. sur Call of. La FaZe, hein. Ça, c'était magnifique, ça. Artek, quel joueur. FaZe, c'est bien ça. Bon. Lui, c'est vraiment le plus dur. Non. Ouais, en fait, lui, normalement, supporter L'un des supporter plus français. récents, quoi. Ouais, voilà. Pardon, Gentlemate, M8. Ensuite, t'as celui-là. Ah, celui-là, moi, je l'ai. Je l'ai aussi, là, pour Ouais. le coup, mais enfin, faut que ça me revienne. Mais ça, je le connais, sûr et certain. Tu veux donner le nom, Sean, ou tu veux que je donne le nom?
Donne-le moi. C'est Team Liquid. Ouais, Ouais. voilà. Exactement. Il vient d'où Team Liquid? C'est américain. Normalement, de souvenir, c'est américain. Ah ouais? Même pas? Non, Team Liquid, ça vient des Pays-Bas. Ok. De base. C'est une team des Pays-Bas. Après, ils ont enfin, comme pas mal d'équipes d'e-sport, ils se diversifient dans plusieurs pays. Ok. Ils ont aussi des trucs en Amérique. C'était pour ça que du coup, t'as. Ouais, ok. Tenz, il a pas fait un passage chez Liquid, non? Je sais pas Ah, du il me tout. semble que si. Chez me Valo, semble je que crois. si, Je suis ouais. pas sûr, mais je crois. Alors on a celui-là. Lui aussi, il me parle, mais je sais pas si je peux sortir le nom. Regardez bien, vous avez peut-être un petit indice. On les voit tous les ans dans les championnats Ligue of Legends. Ouais, je sais, mais j'hésite parce que c'est pas. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un l'a dans Attends. le chat. Hop, Oh putain. Johnson peut-être. Ah, il y en a un qui a dit équipe espagnole, effectivement, c'est une Mhm. équipe espagnole. Mais j'ai plus leur nom. Bah, le logo parle de lui-même. Ouais, Ouais, je sais, mais j'ai plus leur nom. Et puis vu que je parle pas espagnol. Ah, il l'a. Ouais, effectivement, Voilà, Mad Lions. GG Johnson. C'est les Mad Lions. J'arrivais plus à retrouver leur nom. Oh, celui-là On aussi, il est enchaîne. très très mignon. Ouais. Sur Ouais. celui-ci. Ah bah oui. Voilà, ils ont fait quoi? Ils ont fait aussi Valo, Ils ont fait R6. Valo, R6. ouais, Fnatic. Ils ont fait aussi League of Legends avec Reckless. Voilà, si tu l'as pas, Fnatic. Maxime, tu peux au cachot. Ah ouais, si je l'ai pas là, je vais au cachot. Ah ouais, quand même. C'est stressant quand on Ouais, dit ouais. ça. Oui, ouais, forcément. C'est coréen. C'est Hop. Bah là, je crois que je l'ai pas. c'est quoi? C'est 5 fois champion du monde, je crois, T1. Ils sont forts. Sur. Donc. On enchaîne. Est-ce qu'on a le droit à leurs concurrents? Sur celui-là. Ah, ça, je l'ai tout de suite. Ah, putain, il me parle, mais. BDS, Ah, tout simplement. Structure suisse. C'est vrai, effectivement. On a celui-ci. Ça, je l'ai aussi. pareil, j'arrive pas à sortir le nom, Ouais, alors je j'arrive connais. pas à avoir le nom. Skin de bug sur Rainbow Six. Peut-être ça peut t'aider. Black Ice, Non, skin Ah. de bug sur Rainbow Six. Skin e-sport. Skin Sport. Non, ça te parle pas. Team Rogue. Timo Ouais, Rogue. Exactement. Et le dernier. Bon, bah, Ouais, bon, on la va K-Corp, pareil, hein. hein, la K-Corp. Le Blue Wall, comme on dit. On est parfait. Et du coup, on va enchaîner sur la petite capsule. Gamers Origin, un club d'entraînement de jeux vidéo à Paris, dans le 11e arrondissement. Dans ce centre de 900 m², 25 joueurs internationaux triés sur le volet s'entraînent 5 jours sur 7 en vue de remporter des tournois mondiaux. Là, on rentre dans l'espace lounge, donc c'est l'espace dans lequel s'entraînent, dans lequel se détendent les joueurs professionnels entre les entraînements. Le directeur des lieux, Guillaume Merlini, 24 ans, a recruté toute une équipe de professionnels pour encadrer ses poulains. Début 2019, il a réussi à lever 3 millions d'euros pour ouvrir ce centre. Donc avec une équipe qui s'entraîne. Donc on a la salle League of Legends, donc c'est l'équipe League of Legends qui s'entraîne ici au quotidien, donc c'est leur salle, ils ont tous les setups pour s'entraîner au fond, et puis après ils ont les coachs qui analysent en temps réel ce qu'ils sont en train de faire, leurs entraînements, et après ils ont leur petite zone de débrief ici pour les après-matchs. Oh, am I that good? I can only slow this guy, okay? That's fine. Somebody chill a bit, please. One of the coach? Yeah. So, and you have to... Calm them down a bit, yeah. But I don't really mind, but it's not that bad for them to get hyped up. They're playing League of Legends. It's a MOBA game, 5 versus 5. And in 10 minutes we start our practice against another team. And we will play them for maybe 6 hours. With a break for food and this kind of stuff. And in between each game we will watch the game back and go over what we did wrong and what to improve on and stuff like this. Donc là on a une autre équipe, un autre exemple, ils ne sont pas tous en entraînement, mais pareil, on a l'équipe Apex qui s'entraîne ici au quotidien avec leur zone de débrief. Donc là pour le coup c'est une équipe de 3 joueurs. Le but c'est de jouer le plus possible,
connaître toutes les mécaniques qui sont propres au jeu et après faire des tournois en ligne et se faire connaître comme ça en fait. Et ça prend du temps parfois, beaucoup de temps. Voilà. Fin septembre, son équipe a remporté 48 000 $ de gains lors des mondiaux à Cracovie. Yann-Cédric Mingui, directeur e-sport, est en charge de repérer les futurs champions. Le but, c'est que les joueurs, comme on dit toujours, le but, c'est que les joueurs, ils n'aient absolument rien à penser à part jouer et être au meilleur niveau. Donc on fait tout ce qu'on peut pour que vraiment tout se passe au mieux, qu'ils n'aient pas à se plaindre de quoi que ce soit et qu'ils soient contents d'être chez Gamers Origin. On essaye de vraiment rapprocher le maximum la vie d'athlète sportif, d'un athlète sportif traditionnel, pour faire pour un petit peu faire en sorte que leur santé aille de pair avec leurs résultats. En moyenne, les joueurs s'entraînent 5 à 7 heures par jour. Ils sont rémunérés entre 3 000 et 6 000 € par mois. On est pris en charge comme des vrais sportifs de haut niveau. Je me dis que comment dire, j'aimerais bien que ça aille le plus loin possible et peu importe les sacrifices à faire, c'est ce que j'ai envie de faire et j'irai jusqu'au bout. Alors, on est de retour pour la deuxième partie, la partie pro. Mon collègue Dylan a dû s'absenter, donc je serai toute seule en animation. Donc je vais vous introduire les invités. Un intervenant de Pure eSport, je vous laisse vous présenter. Camille Rian, fondateur de Pure eSport depuis 2012. Et du coup, toujours Sean avec nous en deuxième partie. Alors, on va passer du coup à la roue des emojis. Donc le principe est simple, la roue tourne, ça tombe sur un emoji et vous avez une question liée à cet emoji. Allez. Alors on a un petit souci de son. Lequel? Le mien? Ah, l'emoji c'est le micro. Alors, si tu devais commenter une partie d'e-sport, quel jeu choisirais-tu et pourquoi? Ouais. Moi je dirais Warzone parce que c'est mon domaine. Ok. Moi ça serait tout ce qui touche à l'automobile, parce que c'est mon domaine. Et donc du coup je sais bien commenter que jouer. Donc, Plutôt un F1 du coup? F1 ou tout type d'automobile, sim racing en général. Top. On passe au prochain emoji? Attendez 2 minutes par rapport au micro. Tapez dessus 2 minutes que je voie le PC. Alors. Et il y en a un autre. Il y en a un. C'est celui-là. C'est celui-là? Ok. Parlez tous pour voir. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ça a l'air bon. Ah, on va peut-être changer de micro du coup parce qu'il y a celui-là qui est. Celui-là, je le change. Lequel? Ouais. Allô, tu m'entends? Ouais, là c'est bon. C'est bon? C'est un micro, je sais pas pourquoi il est complètement grésillé. D'accord. Bon on va enchaîner si c'est réglé. Si jamais le chat, je vous laisse intervenir pour nous dire si ça ne l'est pas. Donc prochaine question. La roue. Les boutons ne marchent plus. Ah. Je le passe manuellement. Alors, si... non, c'est pas celle-ci. La manette qui est... Si tu peux l'afficher. Je l'ai pas non plus, donc il faut la refaire tourner. Alors, quel est le jeu qui, selon vous, a le plus grand potentiel de développement pour la scène pro? Actuellement? Oui. C'est difficile un petit peu à dire parce qu'il y a aussi bien Apex qui est en train de revenir un peu dans la course. Il y a aussi Warzone avec, comme il a cité tout à l'heure, avec les Worlds qui se sont mis en place. Mais selon moi, celui qui se distingue vraiment le plus et qui a du potentiel vraiment pour devenir un jeu e-sport de demain,
Je pense que ça va être sur FC25 le mode rush qui arrive à la fin de semaine, à la fin de cette semaine là, où il va y avoir du 5 contre 5 et ils veulent vraiment essayer de le développer sur la scène e-sport. Ça a fonctionné à la Gamescom en 5 contre 5. Donc je pense que en local en plus, donc c'était même pas en ligne. Donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt vraiment majeur d'Electronic Arts avec le jeu FC de développer enfin aussi la scène e-sport sur FC. Voilà. En plus du mode Ultimate Team bien sûr. Sean ? Moi je dirais Warzone honnêtement. Avec la prochaine sortie du prochain Black Ops 6, qui annonce du lourd honnêtement. Ouais je dirais Call of Duty. Ok. On passe à la prochaine question. Alors, quelle est ta chaîne Twitch ou YouTube Pro préférée ? Pour être streamer, je dirais la mienne, Dualkey TV. Mais sinon, j'aime bien regarder Domingo, j'aime bien regarder Magla, j'aime bien regarder aussi Carole Quinten, Julien Chaise, pour tous les programmes qui divulguent et l'interaction qu'ils mènent dans le jeu vidéo. Donc ouais, j'ai pas vraiment de préférence, je zappe un petit peu sur beaucoup de choses. Après voilà, s'il n'y en avait qu'une qu'à citer, je citerai la mienne, quoi. Ok, très bien. Sean ? Pour ma part, moi je dirais Repulse, qui est une chaîne de commentateurs Warzone. Voilà. Ok. On va enchaîner sur le prochain emoji. Alors, comment voyez-vous le futur de l'e-sport ? Difficile comme question celle-là. Vas-y, je te laisse répondre en premier. J'aurais peut-être plus de choses à dire. Moi j'ai rien à dire presque, honnêtement. Moi le futur je le vois bien, honnêtement. La France, je remarque qu'elle se lance un peu plus dans l'e-sport, il y a beaucoup plus d'équipes qui se créent, et pour la suite, ça annonce du bien honnêtement, donc voilà, j'ai que ça à dire honnêtement. Bah, moi j'en ai beaucoup plus à dire dans le coup. La suite de l'e-sport s'annonce très très prometteuse. C'est-à-dire, déjà sur le sol français, si on prend les derniers chiffres qui sont sortis depuis mars de cette année, il y a 77% des Français qui jouent aux jeux vidéo actuellement. Il y a 51% d'hommes et 49% de femmes sur les derniers chiffres de l'INSEE au niveau de France e-sport. Ensuite, au niveau du sol déjà européen, au niveau de l'européen, la France se place très très bien parce qu'ils veulent être leader d'ici 2030 sur le sol français. Donc on est bien parti. On vient de signer League of Legends hier. League of Legends a signé la Coupe de France avec France Télévisions, avec la Banque Postale. On a les LFL qui vont se passer à Nice. On a vraiment des grosses compétitions qui arrivent sur le sol français. On a bien sûr des grosses compétitions majeures qui se font avec la Gamers Assembly, Lyon eSport et compagnie. Donc ça va pas bouger. Et après, sur le sol international, on voit que de plus en plus de compétitions sont menées. Aussi bien les Worlds sur Call of Duty qu'aussi bien Apex du côté de la Pologne. Donc au niveau international, c'est en train de prendre vraiment de plus en plus d'ampleur. Et il y a surtout quelque chose qui vient d'entrer en faveur de l'e-sport, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de l'e-sport qui viennent de signer pendant 10 ans. Donc une édition tous les 2 ans en Arabie Saoudite. Et ça, c'est très très prometteur parce que c'est en plus de ça fait avec le CIO, donc le Comité International Olympique. Et dans le coup, moi je suis référent territorial pour le CIO et ma mission est de détecter les meilleurs joueurs sur le territoire. C'est super. Voilà. Oui, ça va être quelque chose quand même. Hein. C'est ça. Alors, du coup, on va enchaîner sur le prochain emoji. Alors, justement, en parlant de compétition, pensez-vous que l'e-sport pourrait un jour devenir un sport olympique ? Donc la réponse, on l'a déjà. Je viens de donner la réponse. Depuis officiellement le 23 juillet de cette année, le CIO a décidé d'entrer dans des disciplines. Donc il y a 8 disciplines déjà qui ont été choisies. Et il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'ils sont en pleine réflexion donc, pour pouvoir mettre des jeux phares comme Valorant, comme Fortnite, comme League of Legends. Voilà, donc des jeux beaucoup plus phares et beaucoup plus e-sport que du sport traditionnel, parce que les sports qui ont été choisis pour le moment, donc c'est les sports traditionnels, mais il y a aussi du taekwondo en virtuel, il y a aussi du tir à l'arc, il y a des échecs, il y a de la
l'aviron, il y a de la voile. Donc voilà, il y a pas mal de disciplines qui sont en train de se distinguer. Et oui, donc aujourd'hui, on peut dire que le jeu vidéo est un sport et que c'est rentré officiellement au CIO. C'est beau. C'est la preuve qu'on avance. Alors, on va passer au prochain. L'avant-dernier, il me semble. C'est pas grave. Donc, la planète. Alors, quel événement d'e-sport, entre parenthèses LAN ou tournoi, aimerais-tu absolument voir en vrai? Moi, je dirais les Worlds de Warzone. C'est vraiment un truc que j'aimerais voir. Après, voilà. Pour le monde qu'il y aura, ou vraiment ça t'intrigue de... Ouais, le monde, tout en fait. Tout. L'ambiance en général. Ouais, en général, exactement. Moi, pour en avoir fait beaucoup, s'il n'y en avait qu'un qu'à citer, ça serait le CIO par rapport au CIO. Donc la World Cup qui va y avoir l'année prochaine en Arabie Saoudite, et aussi les éditions du CIO, donc au niveau du Comité international olympique, voir comment que ça va être. Mais je pense que ça risque d'être grandiose, parce qu'ils ont vraiment mis les moyens sur déjà l'intégration du e-sport. Et donc je pense que ça risque d'être grandiose pour la première édition l'année prochaine. Ah bah oui, c'est clair, c'est ce que je me disais justement, je pense que ça va être quelque chose à suivre en tout cas. Et du coup, on va passer au dernier. Donc la caméra, hein, forcément. Si vous pouviez créer un événement d'e-sport, à quoi ressemblerait-il? Un petit peu plus délicate celle-là. Vas-y. Ça va? Ouais, je sais pas du tout moi. Moi, je crée déjà des événements. Donc, exemple avec Draguignan Gaming Festival, 8500 visiteurs par an. L'année dernière, surtout la dernière édition. Et donc, dans le coup, cette année, on remet ça, encore une fois. Donc, le 9 et le 10 novembre. Donc, moi, je crée des événements dans beaucoup de villes de la région. Donc, je sais comment se passent les événements, comment créer un événement, comment aller chercher des guests, comment aller chercher des exposants, comment aller chercher aussi tout ce qui va être... la gestion globale, donc l'animation, la sécurité, voilà, tout ça je sais faire, et c'est ce que je mets en place chaque année sur divers événements que l'on monte. Voilà. Parfait. Et du coup, la date Prochaine édition, donc Draguignan Gaming Festival, le 9 et le 10 novembre de cette année. Il y a des tournois de Call of Duty, il y a du 1v1, donc si tu veux t'inscrire, avec grand plaisir. Ouais, voilà, sur Warzone. Et ça se passera? Et ça se passe à Draguignan. Voilà. Il y a une salle, un truc... Il y a un grand gymnase, ça fait 3 ans qu'on le fait là-bas. Il y a 2000 m², il y a des guests. Cette année, il va y avoir Monsieur Poff, il va y avoir Donald Renew, la voix de Spider-Man. Il va y avoir Dorothée Pousseau, la voix de Harley Quinn. Donc voilà, donc dans le coup, il va y avoir pas mal de guests, et il y a Cosinus qui présentera aussi l'événement. Donc voilà. Parfait. Mettez ça dans vos agendas. Alors du coup, on va passer au jeu des statistiques. Le fameux. Donc là, c'est des questions à trous, et du coup, il faudra les remplir. Plus de millions de personnes dans le monde regardent des compétitions d'e-sport chaque année. Et je crois même que c'est même plus que des millions. Ah bon? Ouais. C'est le deuxième sport le plus regardé au monde, après le foot. Donc je dirais... c'est à 2 chiffres ou à 3? Parce que la question, il y a 2 traits. Alors, c'est vrai que c'est bien de demander 3 chiffres. C'est à 3 chiffres. Ouais, je dirais plus de 500 millions de personnes dans le monde. Ok. Ouais, 500 millions. Réponse. Bon guess. Alors oui, tramway, elles sont un petit peu complexes, mais comme quoi pas tant, vu qu'on a des bons guess. C'était 500 millions? Ouais, c'était 500 millions. Punaise. Vraiment, chapeau. Ça va, je lis un petit peu les stats de l'e-sport, mais là, franchement, c'est une réponse vraiment au hasard. C'était tout pile. Alors, environ des joueurs d'e-sport sont âgés de 16 à 34 ans. Alors, la moyenne d'âge en France est 39 ans. Donc, je dirais entre 16 et 34, je sais qu'il y a 77% des jeunes entre justement 12 et 16 qui jouent aux jeux vidéo. Entre 16 et 34, je dirais 40-45%, je dirais. Ouais. Alors,
c'est qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir 16 ans. Réponse. 70. Nous, on est à 70. Ça m'étonne pas. Pour la troisième question, les joueurs professionnels d'e-sport les mieux payés peuvent gagner plus de millions de dollars par an en comptant les salaires, les primes et les sponsors. Ouais, je dirais... Là, je mettrais... Parce que c'est un joueur e-sport, aujourd'hui, c'est varié. Il n'y a pas vraiment de salaire, il n'y a pas vraiment de loi, déjà, par rapport au contrat de joueur e-sport. C'est très compliqué à mettre des contrats professionnels aujourd'hui, mais je pense que dans le monde entier, ils ont dû bien plus professionnaliser que ça, que nous, actuellement en France. Je dirais 8 millions de dollars par an, je pense que c'est déjà une très très belle somme. 8 millions Sean, une idée? Ouais, je sais pas, honnêtement. Tu dirais plus, moins que 8? Moi, je dirais, ouais, un peu moins quand même, je pense. Ouais. On est à 3 millions de dollars par an. Ce qui est déjà énorme. Oui. Ce qui est déjà énorme pour un joueur professionnel e-sport, hein. Attention. Alors, le nombre de tournois d'e-sport organisés dans le monde a augmenté de 2% entre 2020 et 2023. Moi, je pense que c'est un gros chiffre là. Ouais, Parce que avec tout ce qui s'est fait entre 2020 et 2023, avec le Covid, ça a fait exploser le e-sport. Voilà, je mettrais au moins 60%. Parce qu'il y a de plus en plus de... Puis je le vois moi aussi dans la vie de tous les jours, je me fais solliciter de plus en plus par des villes, par des événements, et ils veulent tous des festivals gaming aujourd'hui. Donc c'est juste incroyable. Donc je pense que là, on peut s'attendre à un gros chiffre. Ouais, 70. Ouais, je dirais 60%. Ouais. Et la réponse est 40. Ouais. Ouais, ça a quand même bien augmenté. Ouais. Oui, ça reste quand même assez conséquent. Alors, le tournoi The International de Dota 2 a offert plus de millions de dollars de prize pool, le plus élevé de l'histoire de l'e-sport. Je crois que c'est 500 millions. 500 millions de dollars. Ah ouais, autant Sean Ouais, je regarde jamais Dota 2. Je sais pas, je dirais peut-être 100. 100, aller un peu plus des poussières. 100 millions 40 millions, d'accord. Alors non, c'est bien 500 millions, oui. C'est bien 500 millions, hein. Oui, c'est bien 500 millions. Ok. On a dû avoir un petit couac d'affichage. Oui, parce que j'en étais quasiment persuadé, donc. C'est bien ça. Les joueurs professionnels s'entraînent en moyenne 1 heures par jour. Tu sais à peu près? Vraiment pas. Tu sais pas? Non. Bon, bah, moi, je vais répondre parce que je suis joueur professionnel dans le coup, et en moyenne, c'est 12 heures par jour. Ouais, j'aurais dit à peu près dans ces heures-là. Ouais. Et donc, la réponse, c'est bien ça. On est sur 12 heures par jour, ce qui est quand même vraiment conséquent. C'est très intense. Je suis actuellement joueur de FIFA, je suis aussi pilote en sim racing. Et si on veut des très très bons résultats, c'est la moyenne d'heures par jour qu'il faut généralement faire. Bon, moi je fais pas ce nombre d'heures là parce que sur le sim racing j'ai un niveau qui est très très élevé. Et sur FIFA, c'est en moyenne, c'est pas par jour mais c'est par semaine. Je suis aux alentours de 35-40 heures de jeu par semaine sur FIFA. Mais il faut ce nombre d'heures là pour avoir des résultats parce que tout travail, voilà, comme on dit, mène à quelque chose. Et c'est comme un sportif de haut niveau. S'il ne s'entraîne pas, il n'y a pas de résultat. Et tout derrière ça, il faut quand même tenir une bonne hygiène de vie. Il faut tenir aussi une bonne alimentation. Il faut faire du sport aussi. Donc c'est ce que je fais. Et il faut suivre tout ça pour être un athlète de haut niveau. Aussi bien dans le e-sport qu'aussi bien dans d'autres sports. Parfait. Alors... Les jeux d'e-sport ont désormais une présence dans plus de ligues régionales à travers le monde, allant des ligues pro aux ligues amateurs. Très bonne question, ça je sais pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de ligues régionales, nationales, etc. qui se montent, aussi bien en amateur qu'en pro. Donc là, je sais pas du tout la réponse. Sean ? Je sais pas du tout, moi aussi. Au pifomètre, vous diriez? Ah. J'aurais dit 20, moi. C'est plus de 100. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est mort. C'est beaucoup. C'est clair.
Alors, du coup, on va enchaîner sur la deuxième capsule. Il y a une question en fait qui était passée, elle n'est pas au bon niveau. Bah alors, on a une dernière question qui est... Toi, tu l'as sur la 6. Hmm. T'as l'affichage ou tu l'as pas? Elle apparaît 2 fois cette question, il y en a une qui est manquante. Donc on va passer sur la capsule et on se retrouve après. Alors moi c'est Jérémy, alias Gizmo. Je suis conférencier sur l'inclusion et plus spécialement dans le domaine du jeu vidéo et de l'e-sport. Accessoirement, je suis en situation de handicap, ça se voit un petit peu, donc pour aller plus loin, c'est une myopathie, donc une myopathie qui n'est pas évolutive, donc ça signifie qu'elle ne peut pas s'aggraver et elle se traduit par un manque musculaire m'empêchant notamment de marcher, etc. Très bien. Ça fait longtemps que tu joues aux jeux vidéo? Eh ben écoute, moi le jeu vidéo m'a accompagné tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé sur la NES, la Nintendo, sur Mario Bros. Voilà, c'était le premier amour, on va dire. Voilà, où il fallait attraper la fleur. Et je me rappelle encore, il y avait des difficultés à le faire quand j'étais plus jeune. Après, bah, donc du coup, c'était plus ceux qui m'entouraient qui m'aidaient. Puis bah, au final, au fil du temps, c'est moi qui suis devenu celui qui les aidait dans les jeux. Du coup, si j'ai bien compris, donc tu as un rapport tout particulier avec les jeux vidéo, est-ce que tu peux en dire plus? Oui, en effet, alors, un énorme rapport, puisque j'ai tendance à dire que le jeu vidéo m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une personne épanouie, socialement déjà, puisque bah voilà, j'ai beaucoup joué, encore aujourd'hui, aux jeux en ligne, et ça m'a permis de créer des connexions avec le monde extérieur. Voilà, et j'ai pas eu, j'ai pas été confronté aux divers préjugés qu'on peut subir à l'extérieur. Le jeu vidéo, quand tu es en partie en ligne avec tes collègues, il n'y a pas des questions de couleur, d'origine, d'orientation sexuelle, ou je ne sais quoi, ou de religion, ou que sais-je encore. On reste avant tout et à part entière des joueurs. Donc on se rassemble pour jouer aux jeux que nous adorons, que nous kiffons, et c'est tout, quoi, ça s'arrête là. Donc oui, ça m'a aidé à créer des contacts, à me développer personnellement. Ouvrir au monde, tout à fait, oui, ça a été une porte, même une énorme porte sur le monde extérieur, puisque notamment grâce aux jeux vidéo et aux jeux en ligne, j'ai pu rencontrer diverses personnes, dont un qui est devenu quand même le témoin de mon mariage, donc c'est pas rien. En plus de ça, ça m'a permis aussi de développer certaines compétences que j'ai pu acquérir via le jeu vidéo, mais les métiers aussi qui gravitent autour. Pour moi, le jeu vidéo, je lui dois tout et j'ai pas peur de le dire. C'est que sans le jeu vidéo, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport aux jeux vidéo? Alors oui, ça c'est pour la partie e-sport, notamment puisque j'ai pratiqué de l'e-sport, notamment sur un jeu de foot, un jeu de foot très connu, où j'ai pratiqué de la compétition, où j'avais plutôt un bon niveau, et par la suite, vu que j'ai beaucoup apprécié l'univers qu'est l'e-sport, du coup, oui, j'ai un ami qui est co-dirigeant de la société qui est Athlitech, et dans cette dernière, j'ai occupé le poste notamment de responsable de la Web TV. Alors, on enchaîne sur les questions pro. Donc, qu'est-ce qui a motivé la création de Pure eSport à Draguignan et comment voyez-vous son impact sur la communauté locale? Déjà, ce qui m'a motivé, c'est l'évolution. Donc déjà du jeu vidéo, avant déjà d'entreprendre le mot e-sport. Moi, j'étais joueur Call of Duty sur MW2 en 2012. Et j'étais aussi... je travaillais pour Micromania, j'étais responsable de magasin. Avant Micromania, j'étais à Games. Et donc dans le coup, j'ai suivi l'évolution du e-sport. Et quand j'ai quitté Micromania, parce que j'aimais plus du tout la politique qui menait, j'ai eu l'opportunité de devenir rédacteur dans le monde du jeu vidéo. Et en fait, en étant rédacteur, donc je travaillais de chez moi. Donc j'étais rémunéré de chez moi. Et donc dans le coup, ça m'a permis de développer en même temps donc Pure eSport, donc avec des équipes. Et au fur et à mesure des années, on a fait de la compétition sur différents types de jeux. Moi, j'étais vraiment basé sur le côté sim racing.
Donc 2013-2014, j'ai été champion d'Europe avec Purisport sur Forza Motorsport. Et après 2015-2016, j'ai décidé de partir en solo et là j'ai été double champion du monde de Formule 1 virtuelle. Après j'ai fait de la compétition sur d'autres types de jeux, j'ai fait du Rainbow Six où j'ai été champion d'Europe sur le premier Six Invitational. J'ai fait bien sûr du FIFA tout le temps, hein, que ce soit du 1v1 ou du 11 contre 11. Et après, là dernièrement, là, je me suis lancé depuis 2018 sur e-racing, sur PC, où j'ai eu divers titres sur différents types de courses, 24 heures du Mans, les 6 heures de Sebring, Daytona, voilà, et j'en passe. Hein, donc j'ai pas mal de titres sur ça. Et je me suis mis aussi sur le tennis, parce que j'aime beaucoup le tennis. Et là j'ai eu cet été le titre de Roland Garros e-Series. Donc voilà, je commence à avoir un beau palmarès, je pense, pour le... Bah oui, c'est clair. Pour le sport e-sport au niveau national, donc voilà. Mais ce qui m'a motivé, c'est surtout ça, voilà. Donc toujours être dans la compétitivité, parce que je suis très très compétitif, je sais ce que je veux. Et au niveau de l'impact de Purisport à Draguignan, donc je l'ai fait à Draguignan parce que déjà le soutien de la ville m'a permis de le faire à Draguignan. La ville de Draguignan et les élus nous ont beaucoup soutenus sur le projet, parce qu'ils voulaient monter un projet e-sport. Donc j'ai eu un peu de chance aussi. Moi j'avais monté un dossier vraiment béton parce que je savais ce que je voulais et la vision que je voulais y mener. Et l'impact qu'on veut y mener sur la communauté locale, déjà, c'est de développer l'e-sport sur l'ensemble du territoire, de montrer que sur le e-sport, il y a un engouement et surtout un encadrement aujourd'hui, que les jeunes, ils ne sont pas forcément à jouer à n'importe quoi avec n'importe qui, du moment qu'ils sont encadrés. Et aussi, tout simplement, de montrer aux parents qu'il y a justement un encadrement sur le jeu vidéo et que toute pratique encadrée est une bonne pratique. Voilà, c'est surtout ça que je veux mettre en avant et que je veux montrer aussi aux parents, parce que les parents se font encore beaucoup d'a priori sur le monde du jeu vidéo et du e-sport, parce que pour eux, c'est encore très néfaste. C'est des jeunes qui passent à longueur de temps devant des écrans, etc. Mais je cite toujours mon fils comme exemple, parce que mon fils est un mordu de foot, et il pourrait, s'il passait son temps devant l'écran comme ce qu'il passe avec son ballon d'or, on en serait quasiment à la même chose. Donc il n'y a pas d'addiction, sinon on pourrait dire que chez certains enfants ou chez certaines personnes, le foot, le basket ou autre est une addiction, et le jeu vidéo n'est pas une addiction du moment que ça soit encadré et contrôlé. Très bien, merci. Alors, pouvez-vous nous parler des types d'événements et de tournois que vous organisez ? J'en ai cité un justement tout à l'heure, donc Draguignan Gaming Festival, qui est le plus gros événement de gaming de la région, même on peut dire. Aujourd'hui, on en est à la 4e édition. Après, on fait les Pure Cup très régulièrement. On a 2 Pure Cup chaque mois. On a le Geek Fest, on a le Manga Win, on a pas mal d'événements aussi qu'on monte avec les divers groupes et diverses communautés et aussi communes. Et après, on a aussi donc le Player One Gaming Tour. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place sur l'année 2025 que je viens de créer. Et en fait, l'objectif du Player One Gaming Tour, c'est de passer dans chaque ville et de faire un tournoi jeux vidéo dans chaque ville pour pouvoir détecter les meilleurs talents, tout simplement par ville. Et après, que je constitue derrière moi mes équipes olympiques. Super. Super. Alors, on va passer à la prochaine question. Comment travaillez-vous avec les jeunes pour les initier à l'e-sport et quelles compétences pensez-vous qu'ils développent à travers cette pratique ? Alors, comment on travaille ? Donc déjà, premièrement, comment on travaille, c'est sur de l'initiation à l'e-sport. Donc, c'est pas vraiment que basé sur l'e-sport, c'est de l'initiation globale sur les métiers du numérique et du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un jeune qui, par exemple, est en décrochage scolaire, phobie scolaire ou autre... exemple, via justement des centres CCAS, missions locales ou autres, ou pas, parce que des fois on arrive aussi à les détecter via le jeu vidéo, des jeunes qui restent dans un territoire ou dans un périmètre sur Fortnite, Rocket League, League of Legends, on arrive à les détecter via le jeu vidéo, et donc dans le coup ces jeunes, on rentre en relation avec eux et on essaye de construire une relation de confiance, parce que s'ils restent chez eux, c'est qu'ils n'ont pas envie de sortir généralement. Donc on construit une relation de confiance et on essaye de leur redonner confiance justement à ce qu'ils viennent justement sur nos locaux, et une fois qu'ils sont venus sur nos locaux, on essaye de mettre avec eux ce qu'on appelle un parcours un peu emploi-compétences. C'est-à-dire que
On part par de l'initiation, c'est-à-dire une initiation de 1 mois sur un programme qui s'appelle Facilite, qu'on réalise avec Mode 83, qui est centre de formation. Et ce programme nous permet de détecter un petit peu les métiers, tout simplement, sur lesquels les jeunes sont les plus avancés et ce qui leur plaît le plus. Donc on peut parler de métiers comme le codage, comme la communication, le graphisme, le design, le sound design, et j'en passe. Donc il y a plusieurs types de métiers différents. Et une fois que le jeune a détecté ce qu'il voulait vraiment faire, on l'envoie sur de la formation professionnelle, qualifiante. Donc aussi bien sur un bac+2 que des fois des bac+3, 4 ou 5. Voilà, donc tout dépend de ce qu'il a envie de faire. Et une fois qu'il a fini ses études, on l'accompagne encore toujours pour essayer de rentrer dans le monde actif donc, du travail. Et à partir de là, une fois qu'il a trouvé du travail, bien sûr, il sera lâché et puis il fera sa vie. Mais voilà, nous, c'est comme ça qu'on essaye de développer vraiment la pratique du e-sport et de montrer vraiment le e-sport et les métiers du numérique, aussi bien à l'aspect masculin que féminin, parce qu'aujourd'hui beaucoup de filles se cachent encore dans le monde du jeu vidéo et des métiers du numérique aussi, parce que elles pensent que c'est des métiers pas faits pour elles et que le jeu vidéo n'est pas fait pour elles, et elles se trompent. Moi je lutte contre ça pour montrer que la place de la femme est aussi dans le numérique et dans le jeu vidéo. Mais c'est pas évident parce qu'elles ont encore aujourd'hui tendance à se cacher derrière des avatars masculins dans les jeux vidéo ou derrière des noms masculins qui ne sont pas représentatifs de ce qu'elles représentent elles. Et donc dans le coup, pour pas qu'elles soient harcelées ou autres, et justement elles se cachent derrière ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que la place de la femme soit aussi dans le numérique, dans le jeu vidéo, comme dans tout type de métier qui existe. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est une thématique vraiment importante. On le disait justement sur le premier court-métrage, la part de femmes dans l'e-sport est très très faible. Je crois que c'est 8% si je me trompe pas. Alors dans le e-sport, oui, mais en termes de chiffres actuels dans le monde du jeu vidéo, il y a 49% des femmes qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, 51% d'hommes, et on les voit pas spécialement des femmes. Parce que justement, elles se cachent et elles osent pas spécialement y aller. Parce que dès que des femmes sont sur Twitch, on l'a vu dernièrement encore avec le The Event qui vient d'avoir, il y a tout de suite du trash talk, du harcèlement ou autre, et moi je ne trouve pas ça normal aujourd'hui dans le monde où on vit, et la femme a tout à fait le droit d'être dans ce monde-là au lieu de se faire harceler à dire la place de la femme c'est dans la cuisine ou c'est à faire le ménage. C'est pas du tout ça aujourd'hui, c'est plus du tout ça, et elles ont le droit de s'exprimer à travers les métiers du numérique et du jeu vidéo. Tout à fait, c'est important de le rappeler. Alors, donc on va passer à la prochaine question. Quelle est l'importance des collaborations avec d'autres organisations ou sponsors pour le développement dans ce secteur ? Les collaborations de sponsoring, c'est majeur pour le secteur du e-sport, parce que sans le sponsoring, on n'avance pas, tout simplement. On va dire que c'est quasiment 70% d'une structure e-sport, le sponsoring. On le voit, moi je le vois déjà avec Pure e-sport, où on a beaucoup d'acteurs et beaucoup de sponsors sur le territoire. Et dernièrement, un majeur sur Fréjus, qui est Djeco Informatique, qui est notre revendeur officiel de tout matériel informatique et qui nous met à disposition des PC de haute performance sur les locaux. Et après, sur d'autres types d'équipes, comme Carmine Corp, comme Vitality, BDS ou autres, si aujourd'hui ils n'ont pas leur sponsor, ils vivraient pas, tout simplement. Ils pourraient pas constituer des équipes telles qu'elles sont. Ils pourraient pas rémunérer leurs joueurs. Ils pourraient pas briller comme elles brillent. Vitality, quand ils se sont lancés après Pure eSport, ils se sont lancés en 2016. Sauf que quand ils se sont lancés, il y avait un investisseur, Hindou, qui a injecté 50 millions d'euros directement dans l'équipe. Donc moi, j'avais pas 50 millions d'euros quand j'ai développé Pure eSport. J'avais des milliers d'euros, oui, mais pas des millions. C'est sûr que et ça donc, change dans le coup, ça change beaucoup la donne. Voilà. Et la question, du coup, je vais la poser différemment pour toi, Sean. Est-ce que tu trouves que justement, ça se ressent, l'importance des sponsors ? Pour moi, oui, je pense. Je pense que ça se ressent, ouais. Quand tu regardes un événement ou autre, tu ressens que oui, c'est quelque chose d'important, qui a une grande place. Oui. Ok. Je vais répondre à Tramway là, par rapport à la question qui
qu'il a posée. Donc, est-ce que des partenariats avec des entreprises comme Micromania? Donc, je vais répondre à ta question. Des entreprises comme Micromania, ce sont des groupes, c'est des groupes internationaux. Parce que de base, Micromania ne s'appelle pas Micromania, ça s'appelle GameStop. Et GameStop ont des politiques où ils n'ont pas de sponsoring à faire avec les équipes e-sport. Et donc Micromania a gardé cette politique-là et dans le coup ne sponsorise aucune équipe e-sport en France, et c'est pour ça que même dans le monde, parce que même le groupe GameStop ne sponsorise pas d'équipe, et parce qu'il se positionne comme leader et revendeur, surtout officiel, de jeux vidéo. Donc, et je pense que dans les années à venir, ça disparaîtra, les enseignes comme Micromania, parce que de plus en plus de dématérialisés se font, et de plus en plus de jeux sortent sans que ça sorte aussi en magasin spécialisé. Donc, dans le coup, je pense que dans les années à venir, ça va être la mort des magasins spécialisés dans le monde du gaming, où il va falloir qu'ils se spécialisent dans d'autres secteurs, comme les goodies, les figurines ou autres, qui sont en relation avec le monde du jeu vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est compliqué de faire même voire impossible de faire des contrats avec des magasins Micromania. Voilà. Et je rebondis d'ailleurs sur la question de Tramway, mais par exemple, tout ce qui va être sponsoring de grandes marques qui sponsorisent du coup des événements sportifs, comme notamment Red Bull, qui est très présent dans le sport, est-ce que vous pensez que ça peut... qu'ils peuvent justement se mettre à sponsoriser des événements e-sport? Alors, ils sponsorisent déjà des événements e-sport, sauf que, comme tu viens de le dire, ils sont beaucoup sollicités. Et donc, dans le coup, ils choisissent leurs événements. Et il faut que les événements, ils aient tant d'ampleur, il faut qu'ils aient tant de monde, il faut qu'ils aient des retombées, tout simplement, pour que la marque Red Bull aussi, de leur côté, rayonne. Donc, dans le coup, ils sélectionnent, tout simplement, ils sélectionnent, comme beaucoup de marques aujourd'hui. À chaque fois que je fais des événements, j'ai toujours des marques ou des entreprises locales ou non locales qui nous accompagnent aussi bien sur du sponsoring aussi bien matériel que numéraire. Et donc dans le coup, c'est pareil, c'est toujours de la retombée. Voilà. Très bien. Est-ce que des équipementiers de gaming pourraient participer à sponsoriser des lieux comme le vôtre? Déjà, pour créer un lieu comme ce qu'on a nous sur Draguignan, c'est vraiment pas du tout évident. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir la tête solide, parce au début on est beaucoup critiqué, on n'est pas du tout beaucoup soutenu. Il faut démontrer, il faut prouver, il faut se battre tout simplement, parce que sinon ça fait longtemps que j'aurais fermé. Mais sinon, aujourd'hui, le jeu vidéo commence à être vu autrement. Donc des équipementiers, aujourd'hui dans le monde du gaming, il y en a, mais ils sponsorisent pas. Ils sponsorisent pas vraiment en numéraire le monde du gaming. Ils vont nous aider sur des pourcentages au niveau des remises maillots, matériel ou autre, mais pas vraiment sur du numéraire. Et pour créer un lieu comme le nôtre, après il faut constituer une équipe, parce que tout seul on fait rien, et à plusieurs on va plus loin. Donc dans le coup, il faut constituer une équipe solide et en qui vous avez entièrement confiance, surtout parce que j'ai X euros de matériel sur Pure eSport, et donc dans le coup il faut avoir confiance en gens avec qui on laisse les clés, avec qui on travaille, parce que du jour au lendemain on peut être cambriolé, on peut se retrouver sans rien. Donc j'ai eu du mal au début, mais aujourd'hui j'ai constitué une équipe avec laquelle je travaille chaque jour acharnément, parce qu'on a chacun nos secteurs d'activité. Et je travaille avec une équipe formidable avec laquelle on s'amuse et on s'éclate tous les jours, parce qu'on ne voit pas le temps passer. Il nous faudrait des journées de 48 heures. Et le pire dans tout ça, vraiment le pire, c'est que j'ai créé une école de gaming pour pouvoir jouer aux jeux vidéo encore plus. Et j'ai plus le temps de jouer aux jeux vidéo. C'est vrai qu'il y a toute la gestion derrière tout ça. Forcément, ça doit impacter le quotidien. Ouais. Alors, on va enchaîner sur la prochaine. Voyez-vous une diversité en termes d'âge, de genre ou de niveau de compétence en termes de compétiteurs ou d'aspirants pro? Alors oui, il y a une grosse différence d'âge. Si j'avais son âge, je sais pas, t'as 18, 19 ans 17 ans. À 17 ans, j'étais à peine sur MW2 à l'époque. Donc entre ce que je faisais sur MW2 à l'époque et ce que je fais sur Warzone aujourd'hui, moi j'ai encore un très bon niveau. Mais tout ce qui va être réflexe, anticipation, vision de jeu, on n'a pas du tout la même quand on vieillit, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je fais le championnat du monde de Formule 1, donc j'ai gagné quand j'avais 23 et 24 ans. J'en ai 35 aujourd'hui, donc j'ai réessayé 10 ans plus tard avec la nouvelle génération. Et aujourd'hui, sur le monde de la Formule 1, je suis toujours premier. Donc j'ai pas beaucoup besoin de travailler, c'est juste de la connaissance, de l'expérience au niveau du jeu vidéo. Mais oui, on perd énormément, ça c'est sûr, parce que j'ai pas du tout aussi le même niveau qu'à l'époque. Il a fallu que je hausse mon niveau.
par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, parce qu'ils sont de plus en plus meilleurs. Il y a de plus en plus de monde aussi. Et donc, dans le coup, il faut toujours essayer d'aller chercher, d'aller se surpasser, d'aller chercher des performances supplémentaires que j'avais pas il y a 10 ans. Et le surpassement de soi-même, c'est aujourd'hui très aspirant. Et donc, voilà. D'ailleurs, un pilote préféré au passage, tant qu'à faire? C'est pas un pilote, c'est une écurie, c'est Ferrari. Ah. Et sinon, on pilote actuellement Charles Leclerc, oui. Ok, on tombe d'accord du coup. Parfait. On va passer à la prochaine. Comment la saisonnalité des tournois et des compétitions influence-t-elle la préparation et la stratégie de votre équipe? Tout dépend déjà de nos équipes qu'on envoie en compétition. Si j'avais à citer par exemple celles qu'on a envoyées à Toronto sur Call of Duty, début d'année, on les avait envoyées à Toronto. L'année dernière, ils ont été à Boston pour faire les Worlds. L'année dernière, ils avaient chopé la 23e place au niveau des Worlds, qui était déjà une très bonne place, parce que c'est des milliers d'équipes qui essayent de participer. Donc comment on se prépare? On a tout simplement un manager qui s'appelle Narco sur le côté Call of Duty, qui gère ses équipes. Il travaille avec les meilleurs joueurs français, il fait beaucoup d'entraînement, il fait beaucoup de stratégies, il regarde beaucoup de streams d'autres équipes, il regarde beaucoup les streams de nos équipes aussi pour retravailler ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et donc dans le coup, voilà, c'est comme ça qu'on travaille principalement sur chacun des jeux, parce que quand moi je pilote pas, j'entraîne aussi d'autres pilotes qui performent aussi, voilà, que j'essaye de faire performer sur le sol déjà français au niveau des compétitions majeures, les championnats de France de Formule 1, les championnats de France sur tel et tel secteur, aussi bien en endurance qu'en rallye ou autre. Et tout simplement, c'est du travail, c'est de la préparation aussi bien physique aussi, parce que j'en parlais tout à l'heure avec le sport, mais aussi mental, parce qu'il faut avoir un mental d'acier, tout simplement. Pas avoir un mental de chips, comme on prénomme ça dans le jeu vidéo, parce que sinon c'est pas du tout évident, parce que si derrière on n'a pas de mental, on baisse très vite les bras. Si on baisse les bras, on n'a pas de bons résultats, tout simplement. Donc il faut vraiment garder un bon mental, et sur ça on travaille tout simplement là-dessus, sur la préparation mentale, sur la préparation physique, sur la stratégie, sur la vision de jeu, voilà, il y a beaucoup de points à aborder, tout simplement dans le monde de la compétition aujourd'hui. Voilà. Et pour finir, donc l'équipe Call of Duty, au fur et à mesure, essaye de monter. Et cette année à Toronto, ils ont fini donc à la 16e place. On était à 4 places d'avoir nos propres skins dans le jeu, qui n'est pas rien. Donc j'espère qu'on y parviendra. Mais déjà, d'arriver à la 16e place, déjà, c'est déjà énorme. C'est sûr. Du coup, je vous le souhaite pour la saison prochaine. Peut-être que tu en feras partie, du coup. Ouais. Qui sait? Alors, on va enchaîner sur la prochaine. Faut que tu sois iridescent, minimum. Ouais, je le suis. C'est bon? Ouais. Bon, ça va alors. Donc, pouvez-vous partager une histoire ou une anecdote qui s'est déroulée à Purisport? Une histoire, une anecdote. Une histoire, c'est la construction depuis 2012. Je pense qu'on est aujourd'hui une des plus vieilles structures en France à vivre encore, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes avec qui je travaillais à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui, Millennium, la BAM Sport, etc. Et je pense qu'on est une des plus vieilles au niveau du e-sport en France aujourd'hui. Et après, il y a tout simplement l'histoire, ça va être la construction des choses au fur et à mesure des années. Parce que j'ai toujours vu été un peu visionnaire, on va dire, sur le monde du jeu vidéo, de ce qu'il allait devenir. Et au fur et à mesure des années, voilà, j'avais une idée bien claire, c'était de construire un gaming center pour orienter les jeunes, leur montrer que tout simplement le jeu vidéo est perçu autrement aujourd'hui, qu'on peut travailler dans le monde du jeu vidéo, pas forcément qu'en jouant, mais aussi à travers des métiers autour. Et tout simplement, voilà, leur dire aux jeunes qu'aujourd'hui, devenir joueur e-sport, c'est pas évident, c'est comme devenir joueur pro de tout type de sport autre, qu'il faut beaucoup d'acharnement, qu'il faut beaucoup de mental, qu'il faut beaucoup de travail, et que si ça fonctionne pas, justement, il faut pas s'acharner là-dessus, c'est que c'est malheureusement pas fait une carrière e-sport pour vous, et que derrière il faut s'orienter tout de suite sur des métiers qui sont un vecteur du e-sport, aussi bien dans la communication que le design, que de la création de jeux vidéo, et que voilà, il faut rebondir là-dessus. Mais l'histoire, voilà, c'est la construction de tout ça, de travailler avec une équipe, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, formidable tous les jours. On s'éclate vraiment. Pour nous, on travaille, ça c'est sûr, on travaille dur, mais c'est même pas considéré comme du travail. C'est
Moi, je vois pas les journées passer, c'est juste incroyable, quoi. Voilà. C'est l'épanouissement. C'est l'épanouissement, voilà. J'ai pas la boule au ventre tous les matins en me disant j'ai pas envie d'aller travailler, ça c'est jamais arrivé. Et le jour où ça arrivera, c'est que je changerai de secteur de métier. C'est compréhensible. Sean, est-ce que tu as une anecdote peut-être par rapport à l'e-sport, du coup, plus globalement, pardon? Bah, j'en ai aucune, moi. Honnêtement. Aucune? Ouais, aucune. Anecdote de jeu? Non. Non? Non, vraiment. Ça viendra avec le temps. Ouais, sûrement. On va passer à la prochaine question. Quelles sont les opportunités de carrière dans l'e-sport au-delà de la simple compétition en tant que joueur? Donc ça, du coup, on y a un peu répondu. Voilà, ouais. J'y ai répondu plusieurs fois. Hein, donc, il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Il y a plus de 50 métiers différents dans le monde du gaming. Hein, donc, une carrière dans l'e-sport, voilà, c'est très difficile, comme je le disais. Donc, il faut tout de suite, au cas où, on sait qu'on est bon sur un jeu, on essaye d'aller chercher, au cas où, une ficelle à son arc, 2 ficelles, 3 ficelles, et tout simplement essayer de se mettre à côté de ça, des métiers sur lesquels qui nous plaît et sur lesquels on essaye d'aller, de découvrir aussi, parce que peut-être que vous voulez découvrir un métier, c'est pas fait pour vous, donc essayez d'en découvrir un autre. Et une fois que vous avez découvert vraiment ce qui vous plaît, allez faire de la formation là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, des métiers comme le codage, des codeurs, c'est énormément recherché par beaucoup d'entreprises et c'est surtout très très bien payé. Donc voilà. Et pour finir sur le joueur e-sport, ceux qui arrivent à percer, tant mieux. Nous, on en a quelques-uns au sein de la structure. Ils ont des avantages, ils ont tout ce qu'il faut pour les mettre en avant et on essaye vraiment de tenir ça, mais c'est pas évident non plus parce que une fois que vous avez des talents dans le monde du e-sport, on essaye de vous les piquer aussi quand ils performent. C'est sûr. Moi-même, je me suis fait approcher plusieurs fois par de différentes équipes européennes pour aller chez elles, mais je suis resté fidèle à ma conception, donc de pur. Et j'aurais pu être payé plus, j'aurais pu être mais voilà, aujourd'hui j'ai créé ça, je reste sur ça et je change pas mon fusil d'épaule. Et c'est compréhensible. On va passer à la prochaine. Alors, quel est le rôle des entraîneurs et des analystes dans une équipe d'e-sport et comment contribuent-ils au succès global? Alors, entraîneur et analyste, déjà, c'est 2 métiers différents. Donc, les entraîneurs, c'est entraîneurs et managers qui peuvent être des fois perçus comme le même métier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'entraîneur, le manager sont là pour analyser les points faibles de l'équipe, tout simplement, de contribuer à la bonne entente, de rechercher les matchs, de rechercher les tournois, de voir si son équipe ou leur équipe sont capables d'aller faire du bon résultat aussi dessus. Parce qu'une fois qu'un entraîneur ou un manager nous dit à nous, la structure Pure eSport, je pense que notre équipe Intel est capable d'aller chercher du résultat sur tel tournoi. Derrière nous, il faut qu'on monte un plan financier. Parce que y a des fois 3, 5 joueurs, des fois 11 avec FIFA. Et ça nous coûte de l'argent. Tout simplement, parce qu'il y a la compétition à payer, il y a les déplacements, il y a les repas. Et donc, dans le coup, c'est un coût financier déjà à monter. Et après, au niveau des analystes, les analystes, eux, sont là pour analyser vraiment les autres équipes, généralement. Les autres équipes de ce qu'ils font de mieux, ce qu'ils font de moins bien aussi. Donc, les points faibles et les points forts de chaque équipe que nos joueurs vont affronter. Et ils sont aussi là pour analyser les nouvelles tactiques de jeu, les nouveaux mouvements, les nouveaux... tout ce qui se font au niveau de jeu, parce que ça change très très souvent, et il peut, je pense, vous le dire sur Call of Duty. Il y a très souvent des nouvelles méta, comme on appelle ça, et donc dans le coup, il faut suivre ces nouvelles méta d'armes, de stratégies, d'équipements, il y a énormément de choses, donc ces analystes sont là justement pour ça, pour aiguiller l'équipe qui gère avec le manager, pour pouvoir justement essayer toujours d'être dans les mises à jour, tout simplement. Et c'est vrai que de suivre, des fois, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ouais, c'est comme le monde tout simplement du e-sport en globalité. Tous les jours, il y a des nouvelles actualités dans le monde du e-sport. Il y a toujours des nouvelles équipes qui se font, des équipes qui se ferment. Il y a des nouveaux sponsors, il y a des nouvelles émissions, des nouveaux tournois. Et il faut toujours suivre. Moi, j'ai des alertes quasiment permanentes sur le téléphone quand il y a des nouveautés. Et dans le coup, il faut suivre un maximum de choses. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais et il y a aussi, encore une fois, des équipes féminines qui se montent et il y a des ligues féminines qui se montent aussi et ça devient vraiment super. Il y a la ligue féminine League of Legends qui existait déjà, il y a la ligue féminine sur Valorant qui vient de se faire avec la GC et dont ma femme fait partie aussi parce que ma femme est joueuse pro et donc dans le coup, voilà, on essaye
de vraiment maximiser les choses, aussi bien sur le secteur masculin que sur le secteur féminin. Voilà. C'est top. On va passer à la prochaine question. Ah, alors on a une question de Killmob. Comment devenir coach ? Comment devenir coach ? Aujourd'hui, comment devenir coach dans le monde du e-sport ? Vous avez la chance que nous, on n'avait pas à l'époque, qui est de passer par un diplôme qui s'appelle animateur e-sport, tout simplement, qui est un diplôme qui est reconnu RNCP niveau Bac+2, quoi. Je crois que c'est 5, hein, voilà. Et donc un équivalent Bac+2, et l'animateur e-sport, avec l'animateur e-sport, vous êtes tout simplement dans les conditions de pouvoir animer donc un groupe, donc de jeunes ou pas, de pouvoir mettre en place des matchs, de pouvoir mettre en place de l'événementiel, de pouvoir gérer une équipe, et donc dans le coup c'est le rôle du coach, tout ça, et donc c'est le diplôme donc animateur e-sport, et ce diplôme est sorti au mois de mai de l'année dernière et est en train de se développer sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors du coup on passe à la question: comment gérez-vous les défis liés à la santé mentale et physique des joueurs dans le cadre des compétitions ? C'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a un mental de chips, on n'arrive à rien. C'est sûr. Et quand on a un très gros mental, que ça soit aussi bien sur la préparation mentale de concentration, la concentration avant les matchs, la réflexologie aussi, de se dire en permanence pourquoi eux y arrivent, moi pourquoi j'y arriverai pas. Aussi la préparation physique. Si on a une bonne préparation physique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est important aujourd'hui. Le jeu vidéo est perçu encore aujourd'hui, j'en parle tous les jours, très mal. Et donc ils ont tendance à se dire le jeu vidéo c'est le gamin dans sa chambre en slip avec à manger des chips toute la journée, très mal hygiène de vie. Et donc dans le coup... c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout perçu comme ça. Et toutes les équipes e-sport professionnelles pourront vous le dire aussi, parce qu'ils ont toutes des coachs mentales, toutes des coachs physiques, et ils font aussi bien de la préparation mentale que de la préparation physique. Et nous, c'est ce qu'on met en œuvre chez Pure eSport. Et c'est super important, hein. C'est vrai que ça, c'est deux thématiques qui ont vraiment une grande place, que ce soit la santé mentale pour toujours être focus et en condition. Le plus important, c'est le mental, de toute façon. Le mental, si on n'a pas de mental, le e-sport n'est pas fait pour vous. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors, souvent, on associe jeux vidéo et chômage, alors que ça peut être un travail. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est ce que je dis. Plusieurs opportunités. Quand on va voir, c'est sûr, les gens de France Travail aux missions locales, ils se disent moi j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, mais ils se disent mais c'est pas des métiers. Mais si aujourd'hui justement il y a des métiers autour de tout ça, il y a des formations qualifiantes autour de tout ça, et donc aujourd'hui jeux vidéo ne veut plus dire chômage, tout simplement. C'est pas parce qu'on reste chez soi à jouer aux jeux vidéo que on n'est pas joueur professionnel ou on n'est pas streamer, parce que des streamers gagnent mieux leur vie des fois que vous et moi. Donc dans le coup ils sont chez eux et il y a des grandes personnalités qu'on peut citer ou pas, mais il y a des personnalités qui se mettent aujourd'hui dans le monde du gaming et qui ont un très bon travail dans la vie, mais qui en restant chez elles découvrent le jeu vidéo, découvrent une communauté et ont beaucoup de personnes sur leur travail au niveau de Discord, au niveau de Twitch ou autre, et se disent finalement pourquoi je resterai pas chez moi, parce que je gagne plus en restant à la maison que d'aller travailler. Donc dans le coup ça fait poser beaucoup de questions aujourd'hui. Du coup on va passer à la prochaine question. Quels conseils donneriez-vous aux personnes intéressées par une carrière dans l'e-sport, que ce soit en tant que joueur, coach ou un autre rôle? Déjà de pas lâcher vos ambitions, de pas lâcher vos rêves. Si vous avez envie de devenir joueur, coach ou tout type de métier dans le monde du e-sport, déjà d'être bien focus là-dessus, de pas lâcher, de jamais abandonner, parce qu'aujourd'hui c'est totalement possible, hein. J'en suis l'exemple. Et pourtant j'ai mon père qui me critiquait beaucoup dans le monde du jeu vidéo, hein. J'étais dans ma chambre, je jouais énormément aux jeux vidéo, je sortais bien sûr, j'avais des amis, je sortais beaucoup, etc. Sauf que je savais ce que je voulais, et une fois que j'ai pu mettre en œuvre une carrière dans le e-sport, j'ai prouvé à mon père que j'avais un niveau et que j'étais reconnu dans le monde du e-sport. J'ai créé des choses, j'ai créé un gaming center, j'ai créé du partage surtout, parce que l'objectif c'est de partager aux autres le e-sport, de partager mon aventure, de partager mon expérience. Et donc dans le coup, le fait de partager ça, c'est valorisant, parce que derrière j'ai pu faire justement le Draguignan Gaming Festival.
Et donc dans le coup, qui est vraiment l'apothéose, vraiment un petit peu de l'ambition générale. Mais j'ai encore on va dire des objectifs, des rêves, vraiment à aller chercher encore dans le monde du jeu vidéo et du gaming, en créant vraiment un pôle dédié à tout ça sur le territoire, c'est-à-dire comme un gaming campus où il y aurait plusieurs pôles d'activité qu'on pourrait développer avec des entreprises locales ou autres, mais les missions locales, avec les France Travail, avec tout ça. Et pour tout simplement, et qu'en France on se dise, bah voilà, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a un pôle vraiment dédié à ça, sur l'attractivité donc du e-sport, du jeu vidéo, et qu'aujourd'hui on puisse en faire son métier et qu'il faut rien lâcher. Eh ben merci beaucoup. Je vais me permettre une dernière petite question qui du coup n'est pas dans le script, mais c'est vrai qu'on a abordé justement le fait que les parents parfois peuvent s'opposer à une carrière dans l'e-sport. C'est quoi votre avis par rapport à ça? Parce que c'est vrai que même à l'école, souvent on nous met un petit peu des barrières. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas un métier. Et je pense que c'est important aussi que les parents sachent que des fois soutenir son enfant, ça peut faire changer les choses. Le soutien des parents chez un enfant, c'est primordial pour l'enfant. Parce que beaucoup de parents aujourd'hui font l'erreur de mettre les enfants sur les jeux vidéo en se disant il va me foutre la paix. C'est-à-dire que moi je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais pouvoir regarder le film que je veux, je vais pouvoir sortir comme je veux, mais aujourd'hui, donc dans le coup, on fait jouer les enfants à n'importe quoi. Tout simplement. Il y a des enfants de 8 ans, 10 ans qui jouent déjà à des GTA qui sont interdits moins de 18. Et donc dans le coup, ils jouent à des jeux qui sont pas du tout adaptés à leur âge, et ils jouent surtout avec n'importe qui. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, moi, je lutte aussi contre ça dans les collèges, dans les lycées, parce que je fais beaucoup d'interventions sur les collèges, lycées, et même aussi des fois des conférences dans des cinémas ou autres, sur tout ce qui va être la parentalité. Le temps d'écran, le temps de jeu, les PEGI à respecter, tout ce qui va être aussi les contrôles parentaux à mettre en place pour les parents, parce que beaucoup de parents ne sont pas au courant aujourd'hui des dangers qu'il peut y avoir avec les contrôles et les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'un enfant, ça arrive très souvent, un enfant, ses parents lui payent un abonnement, il laisse sa carte bleue sur la console ou sur le PC, et puis il va aller se servir en V-Buck, ou il va aller se servir en points FIFA ou autre, et dans le coup, des fois on va avoir des moins 2000, moins 3000 euros sur son compte, et là c'est impossible de se faire rembourser. Donc dans le coup, tous ces dangers-là, et après le danger du cyberharcèlement, les dangers du harcèlement tout court, et tout ça, il faut lutter contre ça. Mais les parents, aujourd'hui, c'est vrai, perçoivent encore le jeu vidéo comme néfaste, et il faut mettre en avant, c'est vous, c'est moi, qui justement changeons aujourd'hui le monde du jeu vidéo, en montrant, comme des émissions, comme vous êtes en train de faire aussi, la place du jeu vidéo sur le territoire. Il faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est l'activité culturelle préférée des Français, que 77% des gens aujourd'hui en France jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est l'industrie numéro 1 au monde, c'est devant le cinéma, c'est devant la musique, c'est devant l'art, donc c'est pas pour rien. Donc aujourd'hui, il faut changer tout ça, et il faut montrer que le jeu vidéo est encadré, tout simplement, est encadré, et qu'il y a un cadre à respecter, et que, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est ma phrase phare pour le monde du jeu vidéo et du e-sport, que chaque pratique encadrée est une bonne pratique, et aujourd'hui le e-sport est encadré, donc pourquoi ça ne deviendrait pas une bonne pratique? Eh ben merci beaucoup. Donc on va passer au petit remerciement. Alors, donc, n'oubliez pas que du coup, ce live se passe dans la semaine nationale des missions locales. Donc, vous avez plusieurs lives qui vont s'enchaîner. Là, on va d'ailleurs enchaîner sur la SNML Cup. Donc, c'est un tournoi e-sport qui se passe sur, si je me trompe pas, Fall Guys. Donc, hâte de voir qui va gagner. Et du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Ça dit quoi, qui sera sur le thème de la cuisine.